le braqueur ou le voleur, ce sont des victimes aussi de cette société qui inévitablement foutent leur vie en l'air. On fait ses choix aussi. Il est victime de quoi? Il est victime d'avoir voulu les plus belles baskets. Moi, je pense que le portable devrait être légalisé en prison. C'est parce qu'il y a des téléphones portables que Mohamed Amra a eu son évasion et que des agents Oui, pénitentiaires ont été je tués. savais que vous alliez dire ça. Amener la justice restaurative de plus en plus dans les écoles, dans les collèges. Mais ça n'empêche pas que c'est trop facile de dire il suffit de taper la discute avec sa victime pour que finalement on ferme les prisons. Y a-t-il trop de personnes en prison aujourd'hui? D'un côté, Linda Kebab, policière, et de l'autre, David Desclos, un ancien détenu. Alors pourquoi certains choisissent l'uniforme quand d'autres basculent dans l'illégal? La prison est-elle vraiment à se reconstruire? Et surtout, peut-on encore dialoguer entre ceux qui appliquent la loi et ceux qui la défient? D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on leur a donné une liste de personnalités et on leur a demandé quelles questions ils leur poseraient. Vous verrez, les réponses sont parfois surprenantes. Juste pour vous préciser, parce qu'on a vu que c'était notifié dans certains commentaires de certaines vidéos, il arrive parfois qu'on tutoie nos invités. Là, dans cette vidéo, j'ai tutoyé David Desclos et je n'ai pas tutoyé Linda parce que il se trouve que je connaissais David Desclos, on l'avait reçu il y a très longtemps dans une vidéo sur le crayon. La délinquance est un choix. Faux. Faux pour les facteurs, vrai pour le choix. Si je suis pauvre, je n'ai pas d'autre choix que de voler. Faux. Faux. Un délinquant repenti reste toujours un danger. Faux. Faux. Eh bien bonjour, je m'appelle David Desclos, je suis artiste, auteur, producteur, acteur et je suis aussi anciennement bandit. J'ai fait 10 ans de prison, 2 évasions, 6 ans de cavale, du banditisme, voilà. La police tue. Vrai et faux. Faux, elle défend. La police est raciste. Encore une fois, vrai et faux. La police, faux. Les humains peuvent l'être. Trop de gens sont emprisonnés pour rien. Vrai, certains, il n'y a pas assez d'alternatives à la prison. On peut pas répondre de manière franche sur ça. Alors, je m'appelle Linda Kebab, je suis fonctionnaire de police et également secrétaire nationale du premier syndicat de police. Il y a une crise de l'autorité en France. Ouais, Oui, vrai, absolument. La prison, c'est pour les hommes. faux. Faux. Notre milieu social fait de nous un criminel. Faux. Facteur mais pas excuse, donc faux. La prison est un échec de la société. Vrai et faux. Faux. Les policiers ont peur dans certains quartiers. Vrai et faux. Faux, c'est leur administration qui parfois leur demande de rebrousser chemin. La prison, c'est parfois mieux que la rue. Faux. Pour faire beaucoup de maraudes auprès des sans-abri, je veux pas croire que la rue soit meilleure que la prison. Quand un jeune dérape, c'est d'abord la faute des parents. Faux. Vrai et faux. En France, la prison réinsère. Vrai et faux. Elle devrait, donc insuffisamment aujourd'hui. La police est responsable de la haine qu'elle suscite. Il y a du vrai, il y a du faux. C'est comme tous les groupes qui n'ont pas le droit de parler, on les accable toujours de mots pour justifier la haine à leur rencontre. Un ancien criminel peut mieux parler aux jeunes qu'un policier. Vrai et faux. Je dirais faux. Il faut réconcilier les jeunes avec la République. Vrai. Je sais pas s'ils sont fâchés avec la République, mais je pense qu'on est en train de perdre la main sur la jeunesse puisqu'on ne leur inculque pas les éléments essentiels de la vertu institutionnelle, donc attention. Les prisonniers ont des profils types. Faux. Faux. Il faut abolir les prisons. Faux. Faux. La prison est encore un lieu de punition. Vrai. Vrai. Je suis pour la peine de mort. Faux. Parfois on en a envie, mais au fond on se dit que non, faux. Une peine de prison ne rendra jamais vraiment justice. Vrai. Je dirais vrai ou faux en fonction du contexte et de la situation. La justice est suffisamment sévère. Vrai et faux, ça dépend pour qui. Absolument. Vrai, faux, ça dépend pour qui. Les prisonniers sont des citoyens comme les autres. Vrai. Ils sont pas déchus de leurs droits civiques, donc vrai. La prison est devenue trop confortable. Faux. Faux pour ceux qui sont vraiment dans un chemin de repentance. Et vrai, enfin en tout cas l'endroit est confortable pour ceux qui en font un jeu, voire un totem. Tout le monde mérite une seconde chance. Vrai. Vrai. Et qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'être plutôt un bandit, un policier? Qu'est-ce qui nous oriente dans notre vie? Et David, pourquoi, toi par exemple, qu'est-ce qui t'a guidé? Pourquoi t'es devenu un bandit? Pourquoi t'es pas devenu un policier par exemple? En fait, moi, je dis que c'est comme une bonne mayonnaise. Il faut que tous les ingrédients soient réunis. Tu peux être très pauvre et aller dans le droit chemin. C'est une question de rencontre, une question de contexte, une question de mentalité. C'est comme voilà, tous ces ingrédients qui font une bonne mayonnaise. Et donc, moi, en tout cas, tous les ingrédients étaient réunis. Il y a, voilà, j'avais le caractère, une espèce de haine contre l'État qui, je voyais tous les anciens, comment ils ont été dans l'alcool, mourir de cancer à cause de l'alcool, des cigarettes et tout, qui avaient travaillé à l'usine et qui finissaient dans les cases HLM à nous regarder par la fenêtre. J'avais tout ça, et puis surtout on était très pauvres, très très pauvres, et encore une fois c'est pas une excuse parce qu'il y en avait qui étaient aussi pauvres que nous et qui ont fait les bons choix, les bonnes rencontres et tout ça. Et donc moi voilà, j'ai grandi dans un environnement, mon papa avait été en prison, tout ça, et je sortais dehors, on n'avait rien
À la maison, il y avait rien du tout. Et quand je sortais, je retrouvais mes potes qui étaient pareils. Et les grands nous ont montré le chemin de la débrouille. Donc, c'est ces rencontres-là, dès le début, tous ces ingrédients qui font que dès le début, t'as pas les bons déclics et tu pars vers un chemin. Et c'est là que l'escalade ça peut aller très loin, parce que quand t'as le caractère, que t'as le tout, et tu montes les échelons comme ça, et ça finit, ça peut aller très loin, quoi. Donc, voilà. Comment je le dirais en gros, quoi. J'ai hâte de la rencontrer, hâte de débattre. Pas de préjugés sur la police ni sur la justice en général. Je dis toujours que dans tous les domaines, dans tous les corps de métier, il y a des bons et des mauvais. Et des fois, les mauvais gâchent le travail des bons. Des fois, c'est l'arbre qui cache la forêt des bons. Linda, comment vous êtes dit, je veux devenir policière? Est-ce que vous étiez dans un contexte différent de celui de David? Moi, je suis issue d'une famille extrêmement pauvre, avec des parents qui sont venus d'Algérie, qui ont connu l'Algérie sous domination française, qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas connu l'école républicaine, donc ce qu'on appelle des analphabètes. Une famille très pauvre, mais structurée et encadrante, avec des parents qui, malgré leurs 7 enfants, ont toujours inculqué des valeurs. J'ai l'intime conviction que les parents sont un facteur dans le parcours délinquant des enfants. Moi, je le voyais autour de moi dans le quartier. Il y avait des parents qui étaient négligents à l'égard, notamment, plus souvent d'ailleurs des garçons que des filles, qui fermaient les yeux sur les recels qu'ils pouvaient commettre. Moi, je me souviens des parents dans un quartier qui même cachaient les autoradios volées de leur fils sous le lit. Et puis quand il y avait une perquisition de police, qui trouvaient toutes les excuses du monde à leur fils. Aujourd'hui, malheureusement, les 5 garçons, 4 sont décédés dans des règlements de compte et le 5e est en prison pour avoir tué un policier. Donc clairement, il y avait un facteur parental. La pauvreté, oui, c'est un facteur. C'est un facteur de difficulté, d'adversité. Mais c'est aussi après, et quand vous parlez de mentalité notamment, la mentalité, c'est un autre mot pour parler de libre arbitre. Et moi, mon libre arbitre, eh bien, c'est les valeurs qui ont jonché tout au long de mon cheminement personnel. Le fait que mes parents et ma mère y était très attachée, qui me disait, même si tu trouves un lingot d'or par terre, tu ne le ramasses pas. Je préférais que mes enfants mendient plutôt qu'ils ne volent. Et moi, aujourd'hui, alors que mes parents sont morts, alors que j'étais que adolescente, j'ai 44 ans désormais, eh bien, ça résonne toujours. Et donc, je ne veux pas croire que la pauvreté soit une excuse, ça peut être un facteur, mais on a aussi des délinquants qui sont extrêmement riches, qui font partie des milieux politiques les plus aisés et qui sont pourtant condamnés pour avoir piqué dans la caisse. Donc, comme quoi, c'est pas une excuse, ça peut être un facteur, encore une fois. Et je pense très sincèrement que moi, mon choix personnel, il a été celui de l'adversité et de toujours protéger les autres, tout en prenant en compte, évidemment, les inégalités qu'il peut y avoir. C'est aussi pour ça que je me suis engagée dans le syndicalisme, parce que je sais que je suis dans une administration qui broie les agents. Et donc moi, je me mets en première ligne pour protéger mes collègues vis-à-vis d'une administration qui est complètement aveugle et qui ne protège parfois que les puissants en son interne, mais aussi que je me suis engagée dans les milieux associatifs auprès des sans-abri, parce que je sais ce que c'est que de galérer dans la vie. Mes parents, quand ils sont décédés, j'ai commencé dans la rue. J'étais trop jeune pour être autonome, je venais tout juste d'avoir mon bac, et trop vieille pour que l'État considère que je sois... j'étais à peine majeure, donc j'étais encore une enfant, mais l'État considérait à ce moment-là que je devais me débrouiller. J'ai commencé sans rien. Et aujourd'hui, je suis là où je suis uniquement parce que il y a eu d'un côté le libre arbitre qui était le mien, d'un autre côté les valeurs de mes parents que je remercierai jamais assez. Il y a évidemment les belles rencontres qui ont fait que j'ai été policier, parce que j'ai rencontré un policier qui m'a parlé de son métier. Néanmoins, je sais au fond de moi que j'aurais jamais fauté parce que j'avais en exemple 2 personnes qui avaient traversé la Méditerranée, qui avaient galéré, qui emmenaient leurs enfants tous les étés en vacances en Algérie et qui s'assuraient que la maison soit toujours propre, que la table soit toujours pleine, alors même qu'il n'y avait pas d'argent. Qui bannissaient tous les comportements qu'on peut considérer comme vicieux. Je voyais des voisins dont les parents sombraient dans l'alcool, qui étaient maltraitants parfois, et je m'estimais très heureuse d'avoir les parents que j'avais. Évidemment que ça a participé à mon cheminement, mais ça veut pas tout dire, parce qu'il y a des fois, il y a des très bons parents qui ont des enfants qui dévient, et puis il y a des parents qui sont maltraitants ou négligents ou démissionnaires ou dépassés, et qui ont des enfants qui ont des chemins de vie extrêmement honorables. Donc voilà, toujours des facteurs, mais à la fin, c'est toujours le libre arbitre qui joue. Alors j'ai justement comme combat la lutte contre les préjugés, donc il serait absolument proscrit pour moi d'en avoir un. Quand bien même une personne peut avoir un passé, néanmoins, elle a toujours le droit à la rédemption. Mais pour autant, parfois, dans un parcours de vie, il faut aussi être en mesure de pouvoir confronter des idées qui permettent de dire que non, un parcours de vie n'est pas exemplaire. Je pense qu'il y a une démarche pédagogique. Je sais que Monsieur Desclos intervient notamment dans les établissements pénitentiaires et plus largement auprès des très jeunes. Et donc, c'est aussi une façon de confronter une vision différente de comment aborder sa vie en tant que jeune adulte. Moi, je pense qu'il faut faire très, très, très attention quand on parle du facteur des parents.
Comme je l'ai dit, c'est comme une bonne mayonnaise. Il faut qu'il y ait tous ces facteurs. Voilà, les mauvaises rencontres, le caractère. Le caractère, il fait beaucoup et tout. Mais je pense qu'il faut faire très très attention. Bien sûr que les parents, il y a ce facteur. Et quand vous citez cet exemple de parents qui la mère cachait les autoradios ou quoi, vous pouvez en citer un. Mais moi, pour avoir baigné dans la délinquance et dans le banditisme depuis tout petit, on était une multitude de jeunes, hommes et femmes. Il y avait des jeunes filles, il y avait des jeunes hommes. Voilà, on était tous ensemble. Et parmi tous, la plupart, 90 voire même 95%, avaient des parents qui, comme vous dites, avec des bonnes valeurs, des papas qui travaillaient, des mamans qui travaillaient, et en fait, c'est aller trop vite de mettre ça que sur la faute des parents. C'est un facteur, on vient de le dire. J'entends trop souvent à la télé, j'entends trop dire, oui, les parents, il faut couper les allocations, il faut ceci, faut ça. Les parents se retrouvent vite dépassés par rapport au caractère de l'enfant, par rapport, voilà, et surtout, encore une fois, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, quand on se retrouve tous ensemble en bas des tours et que on fait le constat, à l'époque de vos parents n'étaient pas informés comme les jeunes peuvent l'être maintenant. C'est-à-dire qu'on se retrouve en bas des tours et on fait un constat. On voit que les parents, comme vous dites, les premiers qui sont venus en France ou même français, hein, qu'ils ont été travaillés. Je parle de l'après-guerre, juste l'après-guerre, l'après 39-45. Eh bien là, les parents ont été travaillés, ils ont tous relevé les manches, qu'ils soient Rebeu, Français, Renoir, ils y ont tous été. Ils ont tous été dans les usines et pour reconstruire la France. Et donc le constat, et ça je l'ai entendu, je l'ai vécu, le constat des jeunes qui arrivaient derrière, c'est un sentiment d'arnaque, sentiment de s'être fait arnaquer. Certains ont été des tirailleurs même, et ils ont galéré pour avoir leur solde, d'être payés. Et ceux qui allaient travailler dans les usines se retrouvaient dans les cases HLM avec une petite retraite et dans l'alcool et tout, et à attendre, ou des fois même pas de problème d'alcool, mais avec des petites retraites. Et c'était le début des Gilets jaunes, de ce que les Gilets jaunes ont fait 20, 30 ou 40 ans après. Les Gilets jaunes se sont révoltés dans les ronds-points, mais les jeunes ont compris bien avant tout ça. Ils ont compris, ils ont dit: attendez, vous voulez qu'on fasse comme eux, qu'on aille à l'usine pour un salaire, entre guillemets, modeste, pour finir dans une case HLM à attendre de mourir d'un cancer et tout. Et donc, ça a été cette première révolte, ce premier état d'esprit, qu'ils aient eu des parents clean, travailleurs avec des bonnes mentalités, en disant ne vole pas. Moi, tous ceux avec qui j'ai volé, j'ai volé plein de jeunes. Ils avaient leur souci, c'était de comment rentrer la nouvelle fringue ou le billet ou quoi que ce soit, de rentrer, parce qu'ils savaient que les parents n'allaient pas accepter, donc ils cachaient, ils essayaient, enfin voilà, il y avait et donc, et on peut prendre aussi un exemple d'une mère, par exemple, qui vit dans un F1, F2 avec 5 ou 6 ou 7 gamins, et que le plus grand, les plus grands, elle s'occupe des plus petits, elle les allaite, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord, et puis que les plus grands, ils sont entassés là-dedans et disent: maman, je vais dans la cage, il va dans la cage parce que l'appartement est trop petit et il attend de rentrer que tout le monde dorme pour pouvoir trouver sa place pour dormir. Et bien, il se retrouve en train de traîner, d'aller errer et tout ça. C'est plein de facteurs, et donc je trouve que il faut faire très attention quand on parle des parents. Et je dirais même une chose à ceux qui pensent qu'il faut couper les allocations à toutes ces mères qui vont. Alors il y en a, hein. Je ne le nie pas. J'en ai vu de mes yeux aussi des mères qui acceptaient le deal, qui acceptaient le recel, il y en a, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment une nymphe, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est vraiment l'arbre la plupart sont à fond. Et donc je dirais, moi, à ceux qui pensent ça, qu'il faut leur couper les allocations, je les mettrais pendant minimum 2 mois, 3 mois, quelques temps, dans une cité HLM avec les moyens du bord, dans un F1, F2 avec 5 ou 6 ou 7 gamins en train de... Et vas-y, essaye de faire comme eux, essaye de te débrouiller, voilà, viens dans le contexte, viens vivre ce contexte, et après tu peux juger. Mais quand tu te retrouves dans un quartier assez clean, tes enfants sont dans des bonnes écoles, tu as des bons salaires, le papa travaille, la maman travaille, que tu peux éduquer tes enfants dans de bons contextes et tout, c'est facile de juger. Mais c'est pour ça que moi, je le crie très fort. Arrêtons de juger les parents. Les parents, la plupart font vraiment ce qu'ils peuvent. C'est mon avis. T'as gagné plus d'argent en dehors du banditisme ou pendant que t'étais bandit? C'est vrai qu'en tant que bandit, on a pris des belles sommes, mais en fait, c'est pas la même valeur de l'argent. Une phrase que je dis souvent, c'est ce vieux bagnard qui me l'a dit du fond de ma cellule, de la cellule. Il m'a dit: David,
Quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro honnête que 2 euros malhonnêtes, t'auras tout compris. Et ce vieux bagnard avait raison. En fait, je pense que vous avez fait l'erreur que beaucoup de personnes font à partir du moment où je tiens un propos, c'est que vous avez une lecture et une interprétation en lien avec l'actualité politique. C'est-à-dire que moi, je dis que le parent est un facteur. Ce que vous finissez par dire, Bien sûr. c'est pas une excuse. Je dis pas que tous les parents sont fautifs, mais je dis que c'est un facteur. Factuellement, si un parent enjoint son enfant à sombrer dans la criminalité, il y a plus de chances que cet enfant sombre dans la criminalité qu'il ne soit sur le droit chemin. Même si, évidemment, parmi ceux-là, il y aura toujours des gens qui seront sur le droit chemin. Et vous faites une lecture politique en me parlant tout de suite des allocations, chose que je n'ai pas du tout abordée, parce qu'en fait, vous faites un parallèle avec ce qui se passe dans le... Oui, mais vous faites un parallèle avec ce qui se passe dans le débat politique. C'est comme quand je dis, les délinquants doivent aller en prison, et souvent, j'entends dans le débat, « Ah, elle a des propos racistes !» Non, en fait, c'est toi qui imagines que les délinquants sont des Noirs et des Arabes. Moi, je suis en train de parler des délinquants dans leur ensemble, quelle que soit leur origine ethnique ou leur religion. Moi, je ferme la parenthèse. Je vous arrête un instant, si vous êtes à ce moment-là, c'est que la vidéo vous plaît. Dans ce cas-là, pensez bien à vous abonner pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. J'en profite pour vous dire, si vous le souhaitez, de nous dire en commentaire, vous, dans quel milieu vous avez grandi et comment vous avez fait vos choix de vie. Je vous embête pas plus longtemps, on reprend. Mais au final, ce que vous décrivez, ça rejoint mon propos, puisque j'ai parlé de libre arbitre. Quand vous dites caractère, mentalité, en réalité, tout ça sont des mots qui enrobent le libre arbitre. En effet, il y a des parents qui sont clean, comme vous dites, et qui ont des enfants qui vont mal tourner, mais qui ont un libre arbitre. Vous-même, vous le savez. Enfin, je veux dire, des adolescents qui veulent le jean 501, qui veulent remplir leur sac à dos de choses de marque, il y en a plein. Et il y en a qui vont se dire, dès l'adolescence, eh bien, je vais travailler bien à l'école parce que moi, mes parents, ils n'ont pas les moyens de me l'offrir. En effet, parce qu'il y a des injustices sociales. En effet, parce que mon parent, il trime des heures et des heures à l'usine. Moi, mon père, il était éboueur et il est décédé d'un cancer 1 an avant sa retraite. Et parfois, oui, j'ai ressenti ça comme une injustice en me disant, bah, c'est son métier qui l'a rendu malade. Accessoirement, il fumait aussi. J'ai eu ce sentiment d'injustice. Et j'ai vu ma mère trimer derrière. Trimer avant elle ne meure dans un accident. Donc, c'est pas à moi qu'on va pouvoir définir le fait que oui, il y a des gens qui triment. Néanmoins, on ne peut pas nier le fait qu'il y a aussi le libre arbitre qui vient s'ajouter au facteur parental. Donc, au final, vous décrivez exactement ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a un environnement de pauvreté, même si la pauvreté n'excuse pas tout, encore une fois. Il y a des gens très bien lotis qui volent. Alors certes, ils ne volent pas à l'arraché. Non, ils font pas de vol à main armée, mais ils volent, ils piquent dans la caisse du contribuable, donc ils volent. Oui, il y a le facteur parental. Oui, il y a le facteur environnemental. Oui, il y a le facteur scolaire. Moi, en 3e, quand j'ai dit que je voulais faire un bac général littéraire à l'époque avec des parents qui étaient analphabètes, on m'a opposé, je l'ai écrit dans mon livre, ma conseillère d'orientation qui me dit « Ah bah vos parents ils parlent pas français, qui va vous aider à pouvoir maîtriser la langue française à la maison ? Faites plutôt un CAP secrétariat parce que vous maîtrisez bien la langue française et on a besoin de gens comme vous. » Évidemment, je me suis pas laissée faire. Beaucoup, évidemment, ont écouté parce que on est adolescent et que on ne sait pas s'opposer au discours d'un adulte qui est censé être un exemple, et que les parents disaient écoute ce que les profs, en tout cas les enseignants et les membres du groupe scolaire te disent parce qu'ils sont de bons conseils et qui avaient une vision très naïve de la situation. Moi, je me suis pas laissée faire. Ma mère non plus. Elle me disait, bah non, tu veux faire un bac général littéraire, tu vas continuer à faire un bac général littéraire, et puis si tu veux être journaliste derrière, tu seras journaliste. On parle d'une femme qui savait pas lire et qui savait pas écrire. Donc oui, il y a aussi le fait du libre arbitre et de la volonté de se dire si oui ou non on se laisse écraser par quelque chose qui est préprogrammé. On va pas parler de Bourdieu aujourd'hui, mais oui, j'ai l'intime conviction qu'il y a des reproductions que moi j'ai refusées. Donc c'est un ensemble. Il y a le facteur parental, il y a le facteur environnemental, et il y a aussi le libre arbitre, sans conteste. Et c'est ça que je dis. Donc, quand vous parlez, par exemple, des allocations familiales, je suis même pas allée sur ce terrain-là. Non, mais encore une fois, c'est au cas par cas. Donc, moi, j'irai pas sur le discours politique qui dit qu'à partir du moment où il y a un jeune qui commet un acte de délinquance, faut forcément sucrer les allocations des parents. Parce qu'en effet, il faut des enquêtes sociales, il faut voir quel est l'engagement du parent, quelle est son implication. Et plutôt que de sucrer les allocations familiales qui, en réalité, vont surtout peut-être créer plutôt des grosses précarités, faire que les gens paieront plus leur loyer. Donc, on va se retrouver avec des familles à la rue. Moi, je pense qu'il faut plutôt responsabiliser les parents. Et là où on manque, c'est le fait d'avoir aujourd'hui des réponses pénales qui viennent responsabiliser les parents. On peut pas d'un côté être le parent, c'est-à-dire avoir tous les droits parentaux, et se défaire de ses devoirs parentaux. Et enfin, j'ai élevé seule ma fille. Je rappelle juste mon origine sociale qui est extrêmement pauvre. J'ai trimé, j'ai travaillé dur, j'ai bossé 50 heures par semaine en élevant seule ma fille, sans un copec de personne. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là où j'en suis, et ma fille aujourd'hui fait des études supérieures. Donc, oui, je suis peut-être le syndrome du survivant. Néanmoins, je sais que ça existe, et je préfère que les gens se disent ça existe, c'est possible. Même si la justice sociale, elle n'est pas parfaite, même si, en effet, il y a pas forcément la restitution du travail de ceux qui triment, comme vous parliez tout à l'heure, des ouvriers qui ont trimé toute leur vie pour se retrouver ensuite avec une petite retraite en HLM et qui toute leur vie resteront des ouvriers qui offreront rien à leurs enfants. J'entends tout ça.
Mais c'est pas une raison pour aller, par exemple, braquer des gens qui, eux, triment aussi toute la journée, des commerçants qui triment toute la journée, le petit boucher du coin, la petite épicerie qui ferme à 23h et qui aimerait aussi peut-être le petit épicier être en famille et se reposer et qui voit un braqueur arriver et qui lui enlève le fruit de son travail de la journée. Moi, ça, je peux pas l'accepter. Et je veux finir avec une anecdote pour éviter d'être trop longue. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans mon métier et je l'oublierai jamais. C'était il y a déjà plus de 15 ans. J'interviens pour un vol à main armée. Alors vous allez me dire, c'était pas un gros truc. Le gars, il avait un pistolet factice, donc vous savez, c'était un jouet. Et il braque, c'était une petite boulangerie qui était, c'était des Tunisiens, je crois. Enfin, ils venaient d'un pays du nord de l'Afrique. Et donc ils avaient 30-35 ans. C'était un couple. Et la femme était enceinte de 6 mois et demi. Il l'a braqué avec une arme factice. La réponse pénale, copec. Parce que vous savez, c'était une arme factice. Sauf que le préjudice de la victime, on n'en parle jamais, en fait. La violence qu'elle a subie, vous savez quoi ? Le soir même, elle a perdu son bébé. Et moi, c'est une chose que j'oublierai jamais, ni moi, ni mes collègues. Et cette femme-là, elle a complètement été oubliée par la justice. Et lui, par contre, on lui a trouvé toutes les excuses du monde. Ah non, mais tu comprends, il voulait faire de l'argent, il voulait s'acheter des Air Max. Non, en fait, c'est pas une excuse. Et elle a complètement été laissée de côté. Donc oui, il y a de l'injustice. Et c'est ce que je disais en début de propos. Cette injustice aussi, elle frappe surtout et d'abord les victimes qui, elles, n'ont rien demandé, alors même que ce couple venait d'un milieu social extrêmement modeste, qui a traversé la Méditerranée, qui a ouvert sa petite boulangerie au milieu d'une cité, une petite boulangerie, pâtisserie, épicerie, enfin bref, un peu tout, et qui à la fin se retrouve braqués, alors qu'en fait, ils aimeraient juste pouvoir vivre de leur travail. Donc moi, j'ai pas d'excuses pour les gens qui ont fait ça à cette dame, et surtout pas d'excuses pour tous ceux qui vont justifier l'acte en oubliant et en mettant complètement de côté la victime. Moi, je suis désolée, mais ça me débecte. Vraiment, ça me débecte. En tout cas, on n'avancera pas si vous prenez tout ce que je dis pour vous. Je me suis permis de sortir le contexte des parents parce que vous l'avez mis en avant. Vous avez mis en avant l'histoire. Et donc, c'est un facteur, comme voilà, les autres. c'est un facteur. Et donc, vous avez dit c'est un facteur pour les parents. Et j'ai parlé aussi de la pauvreté qui est un facteur et vous n'avez pas rebondi dessus puisque vous êtes d'accord. En fait, vous avez rebondi sur un facteur qui vous convenait pas. Non. Mais moi, j'ai parlé d'un ensemble de facteurs. Libre arbitre, si environnement, c'est environnement social et parents. Je vais vous expliquer pourquoi. Si et je vais même rebondir après sur l'histoire du gars qui a braqué et tout ça et des victimes. Voilà, vous allez voir. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le facteur des parents, je me suis permis d'insister sur ce facteur. J'ai très bien entendu que vous n'avez pas dit qu'il fallait couper les allocations, que vous étiez pas, voilà, je suis pas sourd. J'ai bien compris que vous m'avez pas emmené sur ce terrain. J'ai juste voulu appuyer parce que je suis conscient qu'il y a une caméra et que les gens vont entendre tout ce qu'on dit et que quand vous avez sorti ce facteur de parents en disant que les parents sont un facteur et tout ça, je l'ai dit. Mais moi, ce que je voulais surtout insister, c'est que pour 90-95% des cas, c'est pas les parents. C'est un facteur pour certains. De libre arbitre. Voilà, de libre arbitre. Donc finalement, c'est des gens qui doivent être punis pour leur libre arbitre, qui ont fait le choix. Oui, mais du mauvais chemin. les parents, on parle des parents là, non? Oui, mais parce qu'en fait, j'ai parlé des parents et du libre arbitre. Voilà. Donc, si je vous ai parlé d'enquête sociale, si finalement on démontre que les parents font de leur mieux et qu'il n'y a pas de sujet, moi, j'ai pas de sujet là-dessus. Mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais des parents qui font de leur mieux. Ah si, moi, en tout cas, des débats que je constate. Il y a de tout, en fait. Le truc, c'est qu'il ne faut pas focaliser seulement sur les discours politiques qui jettent l'opprobre sur tous les parents, notamment, on va dire les choses, les parents dans les quartiers populaires. Et donc, j'ai voulu m'adresser à ces discours politiques. Moi, je ne me suis pas adressé à vous. J'ai voulu dire, si je peux me apporter permettre... de la nuance dans ces cas-là. Dites qu'il y a de tout. Voilà, il y a des parents qui méritent aussi d'avoir une réponse pénale. J'ai dit, c'est comme une bonne mayonnaise. C'est comme une bonne mayonnaise, il faut que tous les ingrédients soient réunis. Le facteur des parents y est, mais... j'ai voulu insister, j'ai voulu dire que la plupart des parents font le taf. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait des parents qui font pas le taf? Mais c'est comme pour un voleur, un cambrioleur, un violeur, un mec qui tape dans un politicien qui tape dans la caisse ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il faut sévir quand un parent fait pas le taf, mais il faut pas penser que tous les parents, parce que t'es voleur, tes parents n'ont pas fait le taf. Ah non, mais je suis d'accord avec ça. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. Le premier élément, c'est le libre arbitre. Voilà, je voulais pas vous le préciser à vous. J'ai dit, je me permets de préciser aux gens qui nous écoutent. Si maintenant quand je prends non, mais la parole, parce qu'en fait, comme on débattait de nos idées personnelles, voilà, du coup, je le dirai. Je voulais préciser aux gens qui nous écoutent que c'est un facteur et que pour certains délinquants, les parents n'ont pas fait le taf et pour cela il faut. Mais je vois, sans parler de vous,
dans l'opinion publique, on entend de plus en plus que parce que t'es voleur ou t'as mal tourné, c'est que à cause des parents. Non, je voulais juste préciser que la plupart des parents, faut voir les conditions, comme je disais, dans quelles conditions ils vivent, ils font ce qu'ils peuvent. Faire des enquêtes sociales, bien sûr. Voilà, faire des enquêtes sociales. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, quand on parle des victimes, vous êtes parti sur le terrain des victimes. Vous pouvez pas, je suis bien placé pour le dire. Ça fait plus de 15 ans que je veux amener de plus en plus la justice restaurative dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées et dans les prisons. On en a parlé là il y a 2-3 ans parce qu'il y a un film qui est sorti, Je verrai toujours vos visages, sur la justice restaurative, mais avant on n'en parlait pas. Moi, en tant qu'ancien bandit, ancien détenu qui intervient dans toutes les prisons et dans les écoles, dans les collèges et tout ça, c'est moi qui me suis battu pour amener cette justice restaurative, donner la parole aux victimes et tout ça. Tu parles de justice restaurative, est-ce que toi tu as rencontré tes victimes aussi ? J'en ai rencontré une ou deux par la force des choses, voilà, et des gens à qui j'avais cambriolé leur magasin de luxe par exemple ou quoi, et à qui j'ai fait un peu comme des excuses quoi, et j'ai compris aussi. Et donc, pour l'avoir fait, je sais que ça fait du bien aux délinquants, mais du bien à la victime aussi. J'ai fait la démarche d'aller les voir parce que je savais que tel magasin, je l'avais cambriolé à telle époque, dans leur boutique. Ouais, dans leur boutique de luxe. Donc, j'ai été les voir, le bijoutier, mais sans armes et sans violence. Moi, je rentrais, je neutralisais l'alarme, je rentrais, je dévalisais tout. Donc, j'avais pas de victime physique. Mais quand même, j'ai compris que c'était quand même des victimes, que de leur dévaliser leur boutique de luxe, c'était quand même un préjudice. Donc, j'ai été les voir et parler avec eux, et ça m'a fait comprendre qu'enfant, il n'y a pas de vol propre, quoi. Même si t'as pas de victime physique, le moindre chose que tu voles à quelqu'un, que ça peut être une montre, un stylo, un vélo, un truc ou n'importe quoi, tu lui fais du mal, quoi. Et après, quand vous citez encore une fois, où là, je pense, et j'espère que vous le prendrez pas mal, je le dis encore, surtout aux gens qui nous écoutent, quand vous nous sortez cette histoire où on ne peut que tous être touchés par quelqu'un qui va braquer avec un pistolet factice, une femme enceinte, et que la femme enceinte perd son bébé. On peut en citer plein des histoires comme ça qui vont nous toucher. Mais là où on fait, pour moi, une erreur, encore une fois, je suis touché par cette histoire, je suis avec la victime et tout ça, mais là où on fait une erreur, je pense, encore une fois, c'est que, en fait, on va parler que d'une seule victime, qui est, pour moi, la plus importante, celle qui s'est fait braquer. Ok, c'est la plus importante. Je le crie très fort pour pas me faire tabasser dans les commentaires. Oui, c'est la principale victime et je la mets sur un piédestal. C'est à elle qu'il faut penser avant tout. Mais je pense aussi, pour le vivre tous les jours actuellement de ce que j'interviens dans les prisons, dans les écoles de partout, il y a cette victime qui est le braqueur ou le voleur ou le violeur ou le tueur. Je vais pas parler des violeurs et des tueurs parce que c'est pas mon domaine. Moi, je parle surtout des voleurs, des violeurs, des voleurs et des braqueurs et des tueurs. Ce sont des victimes aussi de cette société qui inévitablement foutent leur vie en l'air. Et donc, il faut leur apporter le déclic à eux en les confrontant avec leurs victimes, leur montrer à quel point ils ont fait du mal à leurs victimes. Parce que quand vous avez dit, Pin-Up, il a rien pris. Je suis convaincu à 100%, à part très 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 rare, mais j'en connais pas d'exception, mais si vous en connaissez, que tous ceux qui ont volé, braqué, dealé ou quoi, ils sont soit morts, soit en train de pourrir dans les prisons françaises ou dans leur cité HLM comme des cadavres sous cacheton ou dégommés et tout ça. Ils sont victimes de la vie eux aussi. Attendez, rassurez-moi, victimes de la vie, victimes des choix qu'ils font en fait. Non, c'est pas un choix. Attendez, alors pour reprendre le cas, il a pris le cas dont on parle, il a pris prison avec sursis, il avait 15 ans. Il a pris du sursis. Je vous rassure, hein. Sur ce cas-là, il est sorti, il a fanfaronné, hein, en mode je m'en sors bien. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Est-ce que vous savez ? Il est devenu ce qu'il a voulu devenir en fait. À un moment, non mais attendez. Je suis pas d'accord avec vous. Je veux bien croire que, attendez, je suis la première à dire qu'il y a un système qui peut être injuste. Les profs dans les quartiers difficiles, qui sont en nombre insuffisant et qui du coup offrent pas la même chose que dans les beaux quartiers, je suis d'accord. Mais à un moment, faut arrêter. On fait ses choix aussi. Vous me dites, il est victime de la société. Il est victime de quoi ? Il est victime d'avoir voulu les plus belles baskets ? Non. Mais enfin, on n'est pas une victime d'avoir envie des plus belles baskets. Ou alors, on travaille très dur à l'école et on se les offre plus tard. Je me trompe peut-être, que je pense énormément aux victimes. Là où, en effet, en tant qu'ancien détenu, son job, c'est de travailler d'abord sur les détenus. Et j'ai envie de dire, c'est normal, c'est le sens de sa mission. Ce que je ne fais pas du tout. Et donc, peut-être que c'est là où on diffère. C'est-à-dire que moi, je suis en écoute des victimes. Ça fait partie de mon métier, en fait, écouter les victimes. Et lui, c'est plutôt d'écouter les détenus et d'essayer de comprendre pourquoi et comment faire en sorte qu'ils se sentent mieux.
Donc je dirais pas que c'est un désaccord, je dis juste que ce sont des approches qui sont différentes. Mais c'est là peut-être là où on va diverger. Vous ferez pas avancer le débat. Mais si, je le regardez, ferai avancer, je vais vous expliquer un truc. Je le ferai avancer dans le sens où vous me dites presque. les victimes de la société, et c'est là où on va diverger. C'est parce que vous oubliez un facteur qu'on n'a pas pu, vous m'avez pas laissé le temps de l'aborder. On a parlé des ingrédients qui font tomber dans tous les facteurs. On en a parlé. On a parlé des victimes qu'il faut mettre sur un piédestal, qu'il faut penser avant tout. C'est pas le cas aujourd'hui, autant le dire. Hein. Franchement, les victimes aujourd'hui. Eh bien, vous allez voir que c'est pas de notre faute. La justice française. Eh bien, votre faute, je sais. Vous n'êtes pas magistrat. Non, je suis pas magistrat. Vous n'êtes pas politique. C'est pas la faute du peuple. Non, c'est la faute des moyens qu'on donne à la justice, où on est incapable de protéger les victimes, qu'elles soient de violences conjugales, où ça fait seulement 2-3 ans qu'on commence à extraire les femmes de leurs foyers violents pour les mettre dans des foyers pour femmes battues. Moi, j'ai connu en tant que policière les femmes battues à qui on demandait est-ce que vous avez de la famille chez qui dormir, parce qu'elles se faisaient tabasser tous les soirs, et que comme elles déposaient pas le plainte parce qu'elles avaient peur à l'époque, et les procureurs suivaient pas, et la justice elle était incapable de protéger ces femmes qui ensuite mouraient sous les coups de leur mari. Donc oui, c'est un problème de justice, du politique qui donne pas les moyens. C'est un problème de politique qui donne pas les moyens. C'est un problème de politique pénale qui donne pas la bonne ligne, notamment à ceux qui sont les représentants du ministère public, à savoir les procureurs. C'est un problème de magistrats aussi, qui prennent pas des décisions conformes à ce que les victimes vivent. Et je vous donne un exemple tout banal. Allez outrager un magistrat, vous prendrez 6 mois ferme. Allez outrager un policier, on trouvera toutes les excuses à l'outrageant, parce qu'on dira « Ouais, mais bon, le policier, il a peut-être serré la menotte trop fort ». Et ça, c'est des décisions de magistrats, et c'est du factuel. Je suis pas en train de, c'est objectif, c'est concret. Et d'ailleurs, on a eu le cas très récemment d'un gars qui avait fait un refus de tempérer, qui avait percuté des policiers, qui s'est retrouvé devant le magistrat, il avait pris du sursis. Et au moment où la peine est prononcée, au lieu de dire merci au magistrat de m'avoir mis que du sursis, il a trouvé que c'était déjà trop, il a insulté le magistrat, vous savez quoi? Il a pris 4 mois avec mandat de dépôt. Mais si vous passez votre temps à citer que des histoires comme ça qui sont non, mais c'est des visions empiriques d'une expérience de 20 ans de police. C'est 20 ans de police, monsieur. Vous citez des histoires qui ne sont pas une généralité. C'est exactement, la généralité, la vraie. C'est exactement ce que vous avez fait quand vous avez dit la police tue. Vous savez, il y a. J'ai jamais dit que la police tue. Non, mais vous avez dit vrai, mais faut pas m'emmener là-dessus. Vous m'avez dit. J'ai jamais dit que la police tue. Vous m'avez dit oui, mais il y en a machin. Non, j'ai dit, mais comme tout être humain, vous avez des policiers qui ont. Vous avez parlé de l'institution, c'est la police. Vous avez pas parlé de des policiers. Est-ce que vous avez déjà vu un policier se faire condamner pour il y en a eu. Oui, il y en a eu. Il y en a eu. Oui. Et alors donc, la police tue. Alors attendez. J'ai pas dit que l'ensemble de la police tue. Vous vous rendez compte, donc vous estimez qu'un policier, c'est la police. Une fois. Non. Vous êtes aussi, je suis désolée, c'est pas du tout ça que je veux dire. Vous êtes aussi amalgamant. Ce n'est pas du tout ça. Vous êtes aussi amalgamant. Vous savez, je vous dirais, monsieur Declos. Vous voulez m'emmener sur un truc qui c'est pas du tout moi. Vous savez quoi? Vous allez avoir face à vous des gens qui vont vous dire. Vous allez avoir face à vous des gens qui vont vous dire. Est-ce que vous avez déjà vu un musulman commettre un acte terroriste? Vous allez lui dire, attendez. Mais j'ai juste dit... je termine là-dessus, je vais vous sur votre logique. Mais je peux pas vous laisser terminer ça. Je finis sur votre logique. Il est arrivé qu'un policier une fois a tué. Donc oui, un policier a tué, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Je suis plus du côté des policiers qui tuent pas. Je termine là-dessus. La généralité des policiers, vous assumez pas votre propos, et d'ailleurs vous me laissez pas terminer la démonstration. Je vais pas dire que la police tue alors que... C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit... J'ai dit vrai ou faux. J'ai dit il y en a qui ont tué, il y en a qui... Et la plupart ne tuent pas. Donc vous êtes d'accord. Je vais pas dire que la police tue. Je vais peut-être finir ma phrase. Donc vous êtes d'accord. Donc vous êtes peut-être d'accord avec ceux qui vont vous dire, attendez, vous avez déjà vu un musulman qui tue, qui commet un acte terroriste? Vous allez dire oui. Et le gars il va vous dire, les musulmans, la communauté musulmane ou l'islam tue. Et vous allez vous dire, mais vous pouvez pas juger un groupe par rapport à un individu. Mais j'ai jamais jugé un groupe. Vous avez dit, la police, elle peut tuer. Le point de désaccord principal, déjà, c'est pour les victimes. Je pense qu'elle a pas compris que mon combat était aussi bien pour les détenus ou les délinquants que pour les victimes. Et puis surtout, de penser, à un moment, ça m'a fait un peu sortir de mes gonds, de penser que l'ensemble des policiers étaient des meurtriers et tout, alors que non, j'ai dit 1 ou 2 peuvent être meurtriers, mais ça ne reflète pas sur l'ensemble des policiers. C'est ça que j'ai trouvé un peu malaisant. Essayer de me faire dire des choses que c'était pas du tout moi, quoi. Elle peut. Et accessoirement, c'est pas parce que 1 ou 2 policiers ont pu tuer que tous les autres policiers tuent. C'est vous faux. avez dit vrai ou faux? Mais bien sûr. Donc c'est la même chose, monsieur. Alors, en fait, je vais pas dire que la police, l'institution, elle a des policiers qui ont tué. Vous l'avez dit vous-même qu'il y en a qui ont déjà tué. Moi, on m'a posé la question bien sûr, en légitime défense, oui, bien sûr, monsieur, il y en a. Mais non, sinon ils auraient pas été condamnés. Donc vous avez le cas de 2 policiers, peut-être dans l'histoire de votre vie. Juste 2, ça veut dire. C'est la police. Non, c'est pas la police.
C'est 1 ou 2 policiers ont déjà tué. Donc la police, vrai ou faux? La police, monsieur. Vous n'avez pas dit 1 ou 2 policiers. Est-ce que dans son ensemble, la police quand 1 ou 2 policiers tuent, quand 1 ou 2, ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, ils représentent le corps de la police. Non, ils représentent eux-mêmes à un instant donné, puisqu'ils sont jugés individuellement. Ils sont jugés individuellement. C'est pas le procès de la police. Mais dans une question où on doit répondre rapidement, vrai ou faux, moi je dis oui, il existe des policiers qui ont déjà tué. Mais il y a des médecins qui violent, il y a des professeurs qui battent leurs enfants. Voilà. Mais m'emmenez pas autant... sur un terrain que je n'ai pas dit. En fait, c'est comme... Alors, est-ce que le corps médical... Avant, quand on répond oui ou non, vrai ou faux, on pourra débattre après. J'ai dit vrai. Oui, il y a des policiers qui ont tué, et faux, les policiers en majeure partie. J'ai même employé le mot, c'est l'arbre qui cache la forêt. Un policier ou 2 qui vont tuer gâche le travail de tous les autres policiers qui font bien leur boulot. C'est ça que je veux dire. Il y a un moment qui m'a particulièrement marqué, c'est quand il a fallu débattre sur le fait que l'expression « la police tue » soit devenue tellement galvaudée que ça puisse devenir un débat. Alors que je pense très sincèrement qu'elle est fortement politique, cette phrase, et qu'il faut la combattre coûte que coûte parce qu'elle veut juste l'abolition de notre institution. Et je le répète et je le redis, l'ensemble des policiers ne sont pas des tueurs. J'interviens il y a des policiers qui interviennent avec moi, et qui interviennent pour sauver des jeunes, pour faire, dans des débats, dans des choses. Voilà, l'ensemble des policiers ne tuent pas. Et quand il y en a qui le font, c'est l'arbre qui cache la forêt. Une fois que ça c'est dit et que c'est bien compris, moi je pense qu'on perd notre temps, parce que là où je voulais débattre avec vous, c'est pas sur les hommes politiques, les juges, la justice, la police, les jeunes ou quoi, c'est sur le système dans sa globalité. Je vais vous raconter une petite histoire et ça va peut-être enclencher ce fameux débat. Il y a 25 ans, quand j'ai eu l'idée de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de faire de la prévention de la délinquance, lutte contre la récidive, justice restaurative, lutte contre le décrochage scolaire, à travers un spectacle et des débats, ateliers d'écriture, j'étais dans le fond d'une cellule. J'étais incarcéré. Et j'ai compris en allant en promenade, en voyant tous les jeunes qui étaient là, que c'était une question de déclic, succession de déclics. Et qu'ils me voyaient comme un héros. Et que j'étais celui qui animait la promenade et qui racontait mes histoires et je les faisais rire. Et je me suis fait cette réflexion, comment leur faire comprendre ce que moi j'ai mis 20 ans à comprendre, c'est-à-dire de mettre son culot, son intelligence et son talent du bon côté de la barrière. Je me suis dit, si je leur fais la morale, ils vont me dire, David, t'es plus marrant, fous le camp. Donc, je l'ai fait de façon humoristique. J'ai animé la promenade, ils ont mis la promenade du Comedy Club, j'ai animé. Et là, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, si je peux le faire en prison, parce que les mecs sortaient au bout de 6 mois, m'envoyaient des cartes en me disant, merci David de m'avoir apporté les déclics, j'ai quitté le quartier, je travaille, j'ai une femme, elle est enceinte, merci. Et là, je me suis dit, il faut le faire avant qu'ils aillent en prison. Et donc, c'est là que j'ai eu l'idée d'écrire ce spectacle et de monter sur scène, de faire avec humour et dérision, raconter ma vie avec des messages. Après le spectacle, monter des victimes sur scène et qui échangent et apporter le débat pour apporter ce fameux déclic. Et là, j'étais dans le fond de ma cellule en train de préparer tout ça. Et un vieux bagnard qui était avec moi en cellule m'a regardé. Il était très silencieux. Il avait vraiment de la bouteille. Il m'a regardé et m'a dit, tu sais David, ton idée est très très bonne. Elle est très très bonne ton idée. Mais tu y arriveras pas, ou alors ça va être très 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 dur. Tout au long de ton chemin que tu vas faire là, pose-toi qu'une seule question. À qui profite le crime? Je l'ai regardé comme un fou. Il me dit, penche-toi là-dessus. Penche-toi de savoir à qui profite le crime. On fait se battre les policiers contre les délinquants, on fait se battre les juges contre les délinquants, tout ça. Mais en fait, pose-toi cette question. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, d'après toi, combien rapporte une prison? On dit combien coûte un détenu à la société, mais combien un détenu rapporte à une prison. Et il est parti dans un débat, dans un truc, et je l'ai pris pour un fou. Je dis, mais t'es dingue. Ça voudrait dire qu'ils veulent qu'il y ait plus de prisons, construisez des prisons et fermez des écoles. Il me dit oui. Il me dit, pense-y à ce que je te dis et tu vas voir tout au long. Et j'ai dit, je vais faire en sorte de te donner tort. Et plus je montais dans cette idée, et plus j'apportais cette justice restaurative pour les victimes, ces déclics pour les délinquants, à travers spectacle, j'ai 10 ans de prison derrière moi. J'ai 2 évasions. J'ai 6 ans de cavale, du banditisme. Depuis, j'ai fait Bobino, Palais des Glaces, Théâtre du Gymnase, Jamel Comedy Club. J'ai écrit un livre aux éditions Flammarion. J'étais à l'affiche. On m'a demandé d'aller dans toutes les prisons de France jouer mon spectacle suivi de débats. Est-ce que vous m'avez déjà vu sur France Télévisions, à la télé, parler de tout ça?
Mais vous savez pourquoi, je vais vous le dire, mais en fait, tout simplement parce que c'est pas lucratif et parce qu'électoralement, c'est pas porteur, en fait. Voilà. C'est pas une question de système, c'est une question de bénéfice. Voilà. Et c'est juste que, quel est l'intérêt pour, par exemple, une ligne politique de vous donner de la voix, si ce n'est laisser croire que finalement, vous permettez notamment à des délinquants et des criminels de passer de bons moments. Vous savez très bien qu'il y a un vrai débat passionnel en France. C'est pas là bon ou mauvais, pardon. Quand vous parlez, non, mais juste, je vous explique, en fait. Non, mais je vous explique quand vous parlez du système, en fait. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on mette pas assez en avant ce type d'initiative et que l'on permette pas justement d'offrir une nouvelle voie en disant par la voie de l'humour ou de la pédagogie, eh bien parler à des jeunes avant qu'ils ne sombrent de trop, leur apporter une nouvelle façon en accompagnant ça avec des éducateurs, avec plein de choses à côté qui soient pas seulement, je veux dire, il y a pas une seule solution, il y a plein de solutions et que vous en fassiez partie, c'est une très bonne chose. Mais c'est parce que c'est pas lucratif, c'est tout simplement ça. Enfin, arrêtez de croire que c'est juste un système qui veut avoir plus de détenus. Eh bien alors... Vous savez quoi, la plupart qui s'opposent qui s'opposent aux constructions de prisons, c'est les maires des communes qui en veulent pas sur leur commune. Tout le monde qu'on veut plus de places de prison, mais en réalité, personne n'en veut en réalité. Ce que j'ai dit, moi, c'était pas de plus de places de prison. Moi, ce que je prône moins de places de prison et plus d'écoles, plus d'éducation. En fait, il y a un mot qu'on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, ou là où vous m'avez pas laissé terminer et je voulais y venir. Il y a qu'un seul mot, un seul et unique, et vous y avez été tout à l'heure, vous avez failli y aller quand on a parlé de la famille. En fait, tout est une question d'éducation. C'est pas de taper, c'est une question d'éducation. Et l'éducation, quand il y a des parents, on l'a dit tout à l'heure, pour moi, une petite partie de parents qui font pas le taf, faut aller les aider. Parce qu'ils ne peuvent pas, faut aller comprendre, vous l'avez dit aussi, faire des études sociales, voir ce qui se passe, et aller les aider. Tout est une question d'éducation. Et cette éducation, c'est pas en ouvrant des prisons et en tapant ferme. Mais non, mais quand on ouvre la prison, c'est trop tard. L'éducation, c'est de la prévention. Donc, et la prévention, elle est où? La prévention, et je me bats, je le dis encore face caméra, et vous verrez que on en entend, personne va en parler, on me fait taire. C'est apporter ces victimes dans les écoles, dès les écoles primaires, dès les CM1, CM2. Vous avez en fait, ça doit être une matière obligatoire que nos politiciens doivent faire voter. C'est-à-dire comme les maths, comme le français, comme la géographie, comme l'histoire. Il doit y avoir un cours comme ça s'appelle en théorie l'éducation civique, mais aujourd'hui c'est délaissé. Voilà, cette éducation civique, il faut faire rentrer dans les classes des victimes, des anciens détenus, des juges, qui sont des policiers qui sont sur le terrain, des anciens délinquants qui étaient faire voilà, dans les écoles. Parce que je suis convaincu qu'un enfant, même si elle est à la maison, ça fait pas le taf, et qui va à l'école, et qu'à l'école, il y a cette éducation où cette victime vient raconter comment elle s'est fait braquer, comment elle s'est fait cambrioler, et que quand il sort de l'école, même s'il est en CM1, CM2, on m'a dit c'est trop jeune. Oh non, c'est pas trop jeune. C'est pas du tout trop jeune. Et même 6e, 5e, et qui sort de l'école, et que son camarade lui dit viens, on va les voler, viens, on va braquer le bureau de tabac ou quoi. Mais non, t'as pas vu ce que la victime vient de dire. Ça percute, ça s'appelle un déclic. C'est les déclics. Et moi, je pense que tout est fait à l'envers à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, le système marche sur la tête. On propose des aménagements de peine à des jeunes qui n'ont pas le déclic. On propose des choses à des jeunes, même des orientations professionnelles à des jeunes qui n'ont pas le déclic. Il faut d'abord leur apporter le déclic avant d'apporter tous les moyens. Et la France est un pays très riche qui peut apporter tous les moyens. Mais la chose qu'ils ne font pas, c'est apporter le déclic à travers l'éducation, à travers et tout ce que je viens de dire. Et c'est ces fameux déclics qui amèneront à l'éducation, à la prévention, à la réinsertion, c'est un tout. Et ça, je pense, j'espère que le vieux Bagnard avait tort. Quand on me dit à qui profite le crime, qu'ils veulent ouvrir plus de prisons que d'écoles, et c'est ça qui me fait peur. Ça me fait très peur parce que plus j'avance dans mon combat, dans mon espèce de mission, plus les portes se ferment, plus on me dit non, tais-toi. À croire que le vieux Bagnard avait raison. Alors en fait, c'est vrai qu'on se connaît pas, mais vous êtes en train de prêcher une convaincue puisque je milite moi-même pour qu'il y ait plus de prévention et d'éducation. Mais pour moi, contrairement à vous, c'est que je suis sur quelque chose de plus global. C'est-à-dire que je dis toujours que ce qui manque en France, clairement, c'est la question de la prévention et de l'éducation. À commencer par le fait que les écoles, en particulier dans des départements les plus défavorisés, n'aient pas le nombre de professeurs requis. Combien il y a d'élèves qui aujourd'hui n'ont pas de prof devant eux, et donc du coup c'est du temps perdu dans leur éducation. Mais pas seulement l'éducation civique, l'éducation de manière générale, et leur apporter les chances demain de réussir, par exemple, leur baccalauréat et de pouvoir atteindre des études supérieures et de sortir en fait, et devenir des transfuges sociaux. Sur ça, vous prêchez une convaincue puisque c'est ce pourquoi je milite. Et je dis toujours, il faut plus de prévention et d'éducation qu'on n'a pas aujourd'hui en France. Il n'y a pas les moyens sur les questions de prévention et d'éducation. C'est factuel. Il y a évidemment aujourd'hui des petits partenariats avec des associations. Je pense notamment à l'association d'un ancien policier, un policier à la retraite qui s'appelle Bruno Pomar, qui s'appelle le Raid Aventure
Et il prend notamment sur le temps du congé scolaire des enfants, des élèves. Il a notamment signé un partenariat avec le ministère de la Justice pour des jeunes qui sont dans un début de parcours délinquant. Il les sort de leur environnement toxique, le quartier, la famille, ce que vous voulez. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'environnement. Les copains qui vous emmènent sur le mauvais chemin, c'est aussi un environnement toxique. Bien sûr. Et donc, du coup, il les emmène sur le centre dans lequel il va les garder le temps des congés scolaires et ça va être de la rééducation. Et ben en fait ça rejoint ce pourquoi je milite également, parce que je suis aussi cofondatrice et vice-présidente d'un think tank sur les questions de sécurité et de justice qui s'appelle Initiative Sécurité Intérieure et pour lequel on a prôné les très courtes peines. Et c'est là où justement on va pas se mettre d'accord. C'est que moi je milite pour qu'il y ait des très très courtes peines, un truc qui n'existe pas en France. C'est quelque chose qui ne désociabilise pas, qui ne déscolarise pas, sur le temps des vacances scolaires par exemple, mais pas une prison comme on la connaît aujourd'hui, absolument pas. Déjà pas mettre des gens avec des criminels endurcis parce qu'il y a une contamination criminelle, mais plutôt de les mettre dans ce que vous avez peut-être connu, je ne sais pas, parce que ça s'adresse surtout aux personnes qui sont sur des détenus de longue période, ce sont les SAS, les structures d'accompagnement sociaux. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui, ils existent et ils sont là pour une période définie, pas longtemps avant la sortie des détenus, les accompagner à se réinsérer, faire une formation, reprendre un job, avoir un logement à la sortie, etc. et les réinsérer. Et c'est vrai que ces SAS, quand ils sont mis au bénéfice des détenus, on constate qu'il y a moins de récidives, puisqu'ils sont dès la sortie réinsérés et il y a un suivi social, il y a des assistantes sociales, il y a des éducateurs quand ils sont un petit peu plus jeunes, etc., qui vont les suivre. Ben moi, ce que je prône, ce sont des très courtes peines, mais exclusivement au sein de SAS. C'est-à-dire que vous prenez des gamins qui ont un environnement toxique, par exemple, les parents, les copains, parce que parfois, vous avez dit vous-même, les parents font le job, mais malheureusement, la rue est plus forte que la bonne morale des parents. Et vous les mettez au sein de ces SAS pendant 1 ou 2 semaines, 3 semaines, le temps des vacances d'été. Ça s'adresse aussi aux très jeunes adultes. Et c'est des jeunes qui aujourd'hui se retrouvent soit avec des rappels à la loi, des sursis, des aménagements de peine, en fait un enchaînement de condamnations sans jamais avoir mis les pieds dans une prison. Et par prison, j'entends bien notamment ces SAS. Et qui ensuite, à 18 ans, deviennent des criminels. Et on se dit, ah bah mince, alors si on avait su, on l'aurait mis en prison plus tôt. Mais en fait, on le fait toujours trop tard. Et donc, si vous les mettez au sein de ces SAS, c'est-à-dire vous les sortez de l'environnement toxique, vous leur apportez un vrai accompagnement, mais vous imaginez les moyens que ça demande? Vous croyez quoi? Vous croyez vraiment que ce genre de proposition, elle est entendue? Bah, moi, je vais militer malgré tout pour continuer à dire que si vraiment on veut éviter la réitération des faits, notamment sur la délinquance juvénile, on voit des gamins qui à 12-13 ans commettent des larcins, et puis après ça grandit, ça finit par braqueur, voire même trafiquant de stupes. Trafiquant de stupes, moi j'ai aucune sympathie pour ces gens-là, parce que les gens disent oui, le dealer fait pas de mal. Pardon? Le dealer, il a une arme avec lui, il fait des règlements de compte, il y a des dégâts collatéraux. On pense à la jeune Sokaina ou à d'autres personnes qui sont chez eux tranquillement, qui prennent une balle perdue. Souvent, le trafiquant de stupes, il y a les règlements de compte, donc ils tuent, ils s'entretuent. Donc ça reste quand même un chemin de mort et de sang. C'est un débat souvent, très et puis compliqué, souvent, ça. les trafiquants de stupes, c'est pas leur seule activité, ils sont aussi dans le proxénétisme, donc la traite d'êtres humains, et notamment de filles de plus en plus jeunes. Donc moi, j'ai aucune sympathie pour ces dealers, mais souvent, ces gens-là, quand ils arrivent à ce niveau-là du grand banditisme, notamment autour du trafic de stupes, c'est des gens qui ont commencé très jeunes, ils étaient choufs. Aujourd'hui, par exemple, la justice, elle n'a pas les moyens d'avoir une vraie réponse pénale à l'égard de très jeunes guetteurs de 10-12 ans. Vous voulez faire quoi? Il n'y a pas de mesures éducatives à la hauteur. On les laisse dans le quartier où ils prennent une sanction qui finalement est insignifiante pour eux parce qu'au final, elle n'est pas palpable concrètement. Et puis, du coup, le gamin, il continue à rester dans le réseau avec des gens qui pensent que, étant mineur, de toute façon, il n'ira pas en prison tout de suite. Alors que si on les sortait de tout ça et qu'on les envoyait dans ces très courtes peines, ces SAS dès le début, j'ai envie de croire que c'est un élément parmi d'autres, évidemment, qui permettrait d'éviter ces réitérations et cette délinquance juvénile qui finit par la criminalité. Et dernier point, et c'est là où on n'est pas d'accord, c'est que si je suis tout à fait d'accord et j'invite à écouter tout ce que je dis sur le sujet. Je parle toujours de prévention et d'éducation, plus que n'importe qui d'autre parmi mon milieu professionnel. Je dis que malgré tout, à la fin, on aura toujours, vous pouvez mettre toute la prévention et l'éducation, et on le voit notamment dans des milieux aisés, où justement, il y a de la prévention et de l'éducation. C'est des gens qui vont dans les meilleures écoles, qui ont les parents les plus impliqués parce qu'ils savent ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Et à la fin, qui sombrent malgré tout dans la délinquance ou la criminalité, qu'elle soit la criminalité d'atteinte aux personnes, les atteintes aux femmes, aux enfants, mais aussi la délinquance dite de col blanc. Pour eux, je suis désolée, mais on va pas commencer à fermer les prisons. Enfin, je suis désolée, il n'y a pas de raison qu'un braqueur, même si on est dans la justice restaurative, qui a nui à une victime, si vous dites à une victime qu'est-ce que tu veux aujourd'hui comme peine le concernant, la plupart d'entre elles, vous dira mais moi j'aurais le sentiment qu'il est vraiment puni s'il va en prison. On peut faire la justice restaurative, on peut engager des conversations, des discussions entre les victimes et les auteurs pour que les auteurs prennent compte du mal qu'ils ont fait et que les victimes puissent enfin dire hors les salles d'un tribunal tout le mal qu'elles ont ressenti. Je suis d'accord avec vous.
Mais ça n'empêche pas que c'est trop facile de dire il suffit de taper la discute avec sa victime pour que finalement on ferme les prisons. Ça a Je rien à trouve voir. ça dommage. Et je pense qu'en fait, il faut quelque chose de plus global. Demain, si vous avez un jeune qui sort de prison en face de vous, vous lui dites quoi ? Ne recommence pas et surtout, dis-moi ce qu'il faut faire pour que tu ne recommences pas, parce qu'à chaque fois que tu commets un fait, tu te fais du mal, mais tu fais surtout du mal et tu commets du préjudice à tes victimes. Donc ça, c'est les solutions en amont, essayer de s'occuper de ces jeunes. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que aujourd'hui il y a trop de personnes emprisonnées ? Est-ce que les prisons sont trop confortables ? Est-ce qu'il faut être plus sévère sur ce qu'on a aujourd'hui ? Je pense qu'on prend chaque fois la question dans le mauvais sens. Allez-y. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit les prisons sont saturées, il y a trop de délinquants. Bon, alors, la réponse que je pourrais vous faire très facile, c'est peut-être plutôt, en fait, il n'y a pas trop de monde dans les prisons, il n'y a peut-être pas assez de place dans les prisons. Donc, peut-être faire plus de place. Ça, c'est la première chose. Mais ça peut paraître simpliste. La deuxième chose que je dirais, c'est si on en arrive à avoir, on nous parle de 70 000 détenus. Alors, c'est pas 70 000 détenus à temps plein parce qu'on met là-dedans les peines aménagées, les semi-libertés, etc. En réalité, c'est pas 70 000 détenus en temps plein à l'instant où je vous parle. C'est de manière générale. Et c'est surtout aussi toutes les peines de prison qui sont en attente de mise en application. Mais quand on a dit ça, peut-être que finalement, l'échec, il est où ? C'est pas de se dire il y a trop de détenus et donc du coup, il faut réduire les peines de prison. Non, c'est peut-être justement tout ce qu'on dit depuis le début, à savoir, on a raté tout le cheminement. C'est-à-dire qu'en fait, la prison, c'est la réponse d'échec. C'est-à-dire que la prévention n'a pas marché, l'éducation n'a pas marché, le parent n'a pas fonctionné, l'environnement n'a pas fonctionné, l'école n'a pas fonctionné, les mesures d'aménagement préventives ou les réponses de justice avant la prison, elles n'ont pas marché. Et au bout du bout, on a des détenus en prison. Et Monsieur Desclos, vous ne contredirez pas, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes retrouvé dans un cheminement pareil, c'est-à-dire que vous avez commis des larcins. La réponse de la justice, elle a été ce qu'elle a été. À la fin, vous êtes retrouvé braqueur. Peut-être que si, encore une fois, c'est une question de moyens, et je parle pas des prisons telles qu'elles étaient à l'époque dans les années 80-90, je veux pas déshonorer votre âge, je sais pas quel âge vous avez, mais Les années 90. je parle pas de ça. Je parle que si dès le début, on vous avait proposé des vraies réponses, c'est-à-dire pour apporter le fameux déclic dont vous parliez, vous auriez jamais été un détenu peut-être. Ouais. Donc, finalement, le détenu à la fin, c'est un échec de la société. C'est-à-dire qu'en gros, on n'arrive pas à faire en sorte que des personnes finissent à sombrer dans la délinquance multiréitérant ou la criminalité au point de les envoyer en prison. Et on ne parle pas évidemment de ceux qui, de toute façon, sont des peines perdues, comme les pédocriminels, etc. Ou les gens qui, finalement, grandissent dans des environnements tout à fait sains et qui décident de faire des mauvais choix. Ceux-là, on les met de côté. Mais je parle de tous les autres. Et ceux-là, en effet, il y a eu un échec. Et donc, du coup, moi, je ne pense pas que les prisons sont saturées parce qu'on prononce trop de peines de prison. Non, je pense qu'elles sont saturées parce que, 1, il n'y a pas assez de place. 2, avant les peines de prison, on n'a rien fait, ou pas assez, ou mal, ou avec des manques de moyens, etc., etc. Et puis, encore une fois, on retombe sur la question de la prévention et de l'éducation. Certainement, il y a des détenus qui ne seraient pas des détenus si on avait fait un meilleur travail de prévention et d'éducation, si on leur avait apporté de meilleures réponses comme les SAS dont je parle, si on leur avait apporté un environnement qui soit pas toxique comme celui dans lequel ils grandissent. Vous avez parlé vous-même du fait que le quartier vous tire, vous emmène, vous faites des larcins, vous copiez le copain, vous voulez les Air Max ou le jean 501 dans votre sac à dos. Si vous le sortez pas de tout ça, à la fin, le gars, il finit par braquer. Et donc, avec tout ça, avec du préjudice. Donc, non, je ne pense pas qu'il y ait trop de détenus en France. Je pense juste que si on prononce autant de peines de prison, c'est que c'est un échec collectif et que les peines de prison, quand elles arrivent, je vous le dis sincèrement, franchement, au regard de ce que le code pénal prévoit et le quantum de peines qui sont prévus normalement par la loi, on est bien en dessous, en réalité, de ce que ces gens, normalement, parfois devraient prendre. Donc, pour vous, elles sont justifiées Parce que complètement. quand je vois des gens, par exemple, qui commettent des crimes qui sont punis d'une peine d'emprisonnement de 10, 20, 30 ans et qui prennent 5 ans, dont 2 ans avec sursis, je me dis non, en fait. À un moment, on va pas arrêter de mettre les gens en prison alors qu'ils commettent des délits et des crimes qui sont punis de peines d'emprisonnement bien plus longues que ça. Moi, je pense qu'il y a trop de détenus en prison. Il y a une partie de la population pénale qui n'a rien à foutre en prison. Il y a une partie qui doit y être parce que il y a pas d'autre réponse. Et c'est la catégorie que vous avez dit, que ça, c'est un autre travail. C'est autre chose. Voilà, ceux qui tuent, qui violent, voilà, ça c'est des déclics à eux qui doivent avoir. C'est pas de mon ressort. Je m'y connais pas assez pour en parler. Mais par contre, j'ai intervenu dans plus de 60 prisons dans toute la France. Je vous donne l'exemple, puisque vous parliez d'exemple tout à l'heure, je vous en donne un qui est vraiment multiple, il rentre en prison pour 18 mois et ça fait 5 ans qu'il est dedans. Ça fait 5 ans qu'il est à l'intérieur. Et ça, c'est pas un cas unique, c'en est plein.
Bah parce que ils rentrent pour 18 mois et c'est les Jean Valjean des temps modernes, vous en avez plein. Et il rentre en prison et arrivant en prison, il y a le problème des téléphones portables, le problème de la drogue, du hashish ou quoi que ce soit. Il est là enfermé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de déclic, il n'y a rien. On le fout dans une cellule comme s'il était dans une chambre d'hôpital. Et vas-y, soigne-toi tout seul. Donc voilà, et il attend et il sort dans la cour. Et il y a les parachutages, il y a la drogue, il y a la truc et tout ça. Et le mec, il est rentré pour 18 mois et ça fait 5 ans qu'il est dedans. Et ils sont beaucoup dans ce cas-là. Donc la question du portable et à mettre sur la table, c'est une grande question. Je dis à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, que moi je pense que le portable devrait être légalisé en prison et que dans 20 ou 30 ou 40 ans, on me donnera raison. Mais légalisé sans écoute, sans surveillance, sans rien. Ouais. D'accord. Donc, mais c'est un autre débat. Ouais, c'est un débat qui est important parce qu'il est d'actualité. Ouais. C'est parce qu'il y a des téléphones portables que Mohamed Amra a eu son évasion et que 2 agents pénitentiaires ont été tués. Je savais que vous alliez dire ça. Non, mais en fait, je savais que vous alliez dire ça. Je termine. C'est parce qu'il y a des téléphones. Non, mais vous savez, avec ou sans portable, avec ou sans portable, il aurait fait son évasion pareil. Je me doute bien qu'il y a aussi des complicités dans les parloirs, tout ce que vous voulez. Vous savez, à l'époque, Mesrine s'est évadé dans des conditions dingues. Et je peux vous en sortir des tonnes d'évasions. Je vous parle de Mohamed Amra. Je vous parle aussi de délinquants. De criminels pour le coup, qui sont notamment des têtes de réseau en trafic de stupes. C'est pas le portable le problème. Laissez-moi terminer. Trafic de stupes, qui commanditent des règlements de compte depuis leur cellule. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, madame. Non, mais vous pouvez pas. Non, mais venez avec moi dans les prisons. Okay. Venez voir que la plupart des détenus je sais ne sont pas comme ça. Je sais que c'est 2-3%, 1 ou 2% des détenus qui font leur trafic. Je sais que la plupart des détenus ne commanditent pas des crimes. Mais néanmoins, ouvrir l'accès au téléphone portable, enfin, j'ai envie de dire. Mais vous verrez que dans 20, 30, 45 ans, on me donnera raison. Non, mais peut-être qu'on vous donne. Peut-être même dans 5 ou 10 ans. Vous savez quoi? Peut-être même dans 2-3 ans. Vous savez quoi? J'aimerais qu'on vous donne raison. Vous savez pourquoi? Parce que ça voudra dire que peut-être on aura une société dans laquelle on n'aura plus de crimes commandités depuis la prison. Mais il y en aura toujours, madame, avec ou sans portable. Et alors, dans ces cas-là, on ne peut pas se dire on va mettre des prisons sans aucune écoute. Madame, je vais vous la faire courte. Vous savez, tout à l'heure, vous m'avez... À 2 doigts de me demander aussi de payer on va payer les abonnements aussi. Vous m'avez fait bondir tout à l'heure parce que vous avez voulu, parce qu'on s'était pas compris, et vous m'avez dit, vous avez voulu me faire, pas me faire dire, je vais pas m'exprimer comme ça, mais vous avez cru que j'ai dit que la police en général tuait. Eh bien là, c'est le même débat au niveau des portables. Les détenus en général ne tuent pas et n'attendent pas d'avoir un portable pour faire voilà. Ceux qui veulent vraiment faire du mal, qui veulent s'évader ou tuer ou truc, ils ont pas besoin de portable. Je vous renvoie 30 ou 40 ou 50 ans en arrière où il s'est passé des tas de choses de dingue. Ou rien qu'avec un petit mot, des petits mots bien placés, au temps du ban, il s'est enfoncé dans l'anus, il se donné tout ça. Voilà. Et donc ils peuvent. Ils pourront toujours, pigeons voyageurs, tout ce que vous voulez. Et donc, bien sûr, je sais bien. Donc c'est pas parce que, je reprends encore l'exemple des policiers. C'est pas parce que un policier un jour pète les plombs, est dingue et tue un mec qu'on va dire que l'ensemble des policiers tuent. C'est pas parce que un détenu avec son portable fait son évasion et il y a des morts et je respecte ces morts, ces surveillants qui sont morts, qui sont de ma région, je suis de Caen et qui soient même de Nice, de Toulouse, peu importe, tous les surveillants, je ne souhaite qu'aucun surveillant meure et aucun être humain meure. Vraiment, je le dis sincèrement. Et donc c'est pas parce que ce détenu à l'aide de son portable, il a fait ça et il y a eu des morts derrière qu'il faut être archaïque. Il faut pas être archaïque. Il faut vivre avec son temps. Je vous embête encore un instant. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est vraiment qu'elle vous plaît. Donc si c'est toujours pas fait, pensez bien à vous abonner. C'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer à créer des ponts entre des mondes qui ne se parlent jamais. Je vous laisse. Je vous donne un petit exemple. Vous, là, ça fait peut-être bientôt plus d'1 heure qu'on parle ensemble. La première chose que vous allez faire en sortant, c'est ouvrir votre portable. C'est un fait de société. Ouvrir mon portable pour travailler au service de la société. Même pas ouvrir mon portable. Pas que pour travailler. Pas ouvrir bien mon portable. Sûr pour travailler. Pas ouvrir mon portable. Parce que mon environnement. Non, mais attendez. Votre environnement et le mien. Sur les mots, madame. Non, mais monsieur Desclos. Votre environnement. Quand vous allez sortir, vous allez voir votre téléphone portable. Pour regarder vos messages, pour continuer votre mission. Pour voir votre famille. Pour savoir s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles de votre famille. C'est pour ça. savoir tout ça. Pour votre mission. Attendez, juste je termine. Pour votre mission aujourd'hui, parce que vous
comme vous l'avez dit, vous avez votre bâton de pèlerin, donc forcément, vous avez besoin de votre téléphone portable, comme moi j'ai le mien. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Pas que pour le travail. Mais bien sûr, tout ce que vous voulez. Pour tout. Moi, j'entends tout à fait que les détenus, mais encore une fois, on peut pas d'un côté dire les détenus viennent d'un environnement toxique et donc du coup, il faut faire en sorte de les en sortir. Moi, je suis d'accord avec vous que aujourd'hui, il y a la contamination criminelle parce qu'on met des détenus qui sont pas aguerris avec des détenus qui le sont un petit peu trop. Il y a la surpopulation carcérale, le fait qu'on n'apporte pas de projet, qu'il n'y a pas de véritable accompagnement, etc. des détenus. Sur ça, je suis tout à fait d'accord. Alors là, moi, là-dessus, vous prêchez une convaincue. D'ailleurs, on a vu même des détenus, des criminels qui sont mis en cellule avec des gens qui sont là pour des délits moindres et malheureusement, parfois, ça reste exceptionnel. Heureusement, le premier va tuer le second, etc. Je suis d'accord avec vous. C'est aujourd'hui le système pénitentiaire en France, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Néanmoins, si vous allez dire, parce que vous parlez de justice restaurative, à des victimes, écoute, il va être derrière la cellule. Et tous ceux qui l'ont emmené dans le mal, c'est-à-dire sa famille, ses parents, son environnement, ses potes du réseau de trafic de stupes, les recelaires avec qui, les mecs avec qui il fait de la vente de cigarettes contrefaites, ceux avec qui il a tabassé sa victime, et en fait, il va rester en contact avec eux. Franchement, je vais vous dire honnêtement, vous resterez pas la victime. C'est encore là où on n'avancera pas, mais madame. Monsieur, ces personnes-là, ces détenus-là, là, en fait, vous savez ce que vous faites. Non, mais attendez, je termine. On a des gardes des Sceaux qui ont mis en place, je sais pas dans quelle mesure ça marche, mais qui ont mis en place, vous savez, des téléphones dans les établissements pénitentiaires. Ça veut dire que tout ce qu'on a parlé depuis le début, même vos sas, vous y croyez pas alors. Mais monsieur, regardez, je vais vous mettre dans les cordes. Mais monsieur, les détenus aujourd'hui dans les prisons françaises, vous y croyez pas. En même temps, par exemple, si vous croyez vraiment à ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, bien sûr que j'y crois, mais je vous parle des primo-délinquants. Les primaires et tout ça. Les primo-délinquants, ils sont pas en prison, monsieur. Monsieur, les primo-délinquants, ils sont pas en prison en France. Je parle pas de ça. Les primo-délinquants, ils sont aménagés en France. Pourquoi vous n'y croyez pas? Alors, soit vous faites un déni avec vous-même. Mais non, je vous parle des primo-délinquants, monsieur. Si par exemple, on met en place ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, que dès les écoles primaires, avec les SAS, dès le premier délit, on amène des anciens délinquants, des victimes, et qu'on fait ce travail, qu'on les met pas dans des cellules, comme s'ils étaient sans être guéris, sans les soigner, on va dire, sans les soigner. Si vous ne croyez pas en tout ce que vous dites et que vous avez dit tout à l'heure, c'est quoi le rapport avec les téléphones portables de détenus multiréitérants qui n'ont pas compris la chance qu'étaient les aménagements de peine? Laissez-moi finir et vous allez voir. Si vous ne croyez pas en tout ça, et au contraire, si vous y croyez, si vous croyez en tout ça, en cette prévention, en cette réinsertion, quand un détenu il est pris dès la première fois et que dès la première fois on le met dans un sas et qu'on travaille avec lui, on le soigne et tout ça, eh bien là vous serez pas contre de lui laisser son portable, parce que si d'un côté on fait ce travail, je crois que vous m'avez pas écouté, monsieur Desclaux, donc du coup là, en fait, je vous dis dessus, vous perdez votre temps là. Non, si on fait ce travail d'éducation, de réinsertion, de prévention, de justice restaurative d'un côté, et que vous lui apportez les déclics à ce détenu, et que vous lui laissez son portable, et que là c'est son choix à lui, de lui-même, comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou de boire, quand il veut arrêter de fumer ou de boire. Attendez, mais là vous êtes en train de décrire un monde qui n'existe pas. Vous savez que vous décrivez un monde qui n'existe pas. Vous allez voir où je veux en venir. Quelqu'un qui veut arrêter de boire ou fumer, et que sa femme elle lui dit chérie, arrête de boire, arrête de fumer, arrête, et qui dit à sa femme oui t'inquiète pas j'arrête, mais qu'au fond il a pas envie. Au fond, il n'a pas envie. Il va sortir le chien, il va fumer sa cigarette ou il va boire son verre d'alcool. Mais au contraire, si grâce à tout ce qu'on vient de dire, on lui apporte les déclics comme un fumeur qui décide de lui-même, il dit oui, j'arrête. Oui, j'ai décidé parce que j'ai compris et c'est lui qui le décide. Il a le déclic. Eh bien, il va sortir le chien, il peut y avoir un bureau de tabac d'ouvert, il va pas aller. C'est quoi le rapport? Et donc là, on y vient sur les portables. Non, c'est quoi le rapport avec les téléphones portables en 2025 sur des détenus qui n'ont pas ce régime-là? On y arrive. Si, par exemple, vous croyez en tout ce qu'on vient de dire tout de suite et qu'on apporte ces fameux déclics, qu'on fait ce travail de prévention, de réinsertion et tout ça, et que vous lui laissez le portable, et que si il a ces fameux déclics et qu'il a son portable et qu'il a le choix entre mettre dans son répertoire les anciens mecs qui lui ont, toutes ces anciennes merdes qui l'ont ramené ici, ou changer son répertoire et avoir que sa famille, ses amis, sa femme, ses enfants et ses trucs, ça s'appelle le déclic. Ça s'appelle avoir le déclic de lui-même. C'est pas comme ça se fait aujourd'hui, à le foutre dans une cellule, à attendre comme ça, à pas travailler avec lui qu'il ait pas le déclic et lui dire t'auras pas de portable, mais il a pas le déclic. Ben, le portable, il l'aura quand même parce qu'il se le fait parachuter, il se le fait amener, il l'aura quand même le portable parce qu'il a pas le déclic. Alors que moi, ce que je propose, c'est vraiment taper dur sur le déclic, apporter les déclics à travers tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et une fois que les déclics sont mis en place et tout ça. Ah, merci. Vous avez dit la phrase la plus importante, elle est là, monsieur Desclaux. Ça ne gênera pas qu'ils aient le portable. Ça ne gênera pas parce que il aura le déclic et il dira non. Ah, il y a un tel qui me demande.
Je n'en veux pas, c'est de la merde. Parce Très qu'on bien, lui a je porté. peux répondre à ça. C'est tout ça. La phrase la plus importante de tout ce que vous avez dit, c'est une fois qu'il a eu le déclic. Ben oui, mais parce Mais qu'on non, mais travaille, monsieur, faut travailler sur alors, tout ça. attendez, je vous Et ai c'est laissé, pour ça que je je vous dis ai que laissé dans parler. 4-5 ans, ouais. Je vous ai laissé parler. En fait, la question, c'était est-ce qu'il faut enlever les téléphones portables? Là, on parle de 2025, monsieur. Ouais. Très bien. En 2025, je pense que non. Parce que, que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, il n'y a pas de déclic. On est d'accord. Vous le dites vous-même. Il n'y a pas, en tout cas, les moyens mis en œuvre pour avoir des déclics. Mais ils les ont quand même. Juste, je vais y arriver. Allez-y. Et vous avez fait la comparative avec le SAS. Donc, comme quoi, vous m'avez pas écouté. Encore une fois, le SAS, c'est pour le primo-délinquant. C'est pas le primo condamné à une peine de prison. Puisque les primo condamnés à une peine de prison aujourd'hui, ils vont en prison au bout de 5, 6, 10, 15, 20 faits. Donc, ceux-là, ils sont hyper aguerris et ils s'en foutent de tout. On va se dire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés trop loin déjà. Donc, ne me parlez pas des détenus actuels, puisque les détenus actuels aujourd'hui en France, ce sont des gens qui sont déjà des multiréitérants. On nous dit souvent, le prison, c'est l'école de la récidive. Mais d'abord, en général, les gens qui sont dans les prisons sont déjà des récidivistes. Et donc, du coup, je suis désolée, mais ces gens-là, leur donner le téléphone en 2025, c'est une mauvaise idée. Mais ils l'ont déjà, madame. Ils l'ont. Non, mais je veux l'institutionnaliser, monsieur. Tout le monde. Non, mais monsieur, je vais y arriver. Monsieur, je vais y arriver. Mais monsieur, les détenus qui l'ont, ce ne sont pas tous les détenus. Vous l'avez dit vous-même. Et je sais, j'ai été en contact avec des détenus pendant leur peine dans le cadre de ma mission. Et tous n'ont pas le téléphone parce que tous, finalement, n'ont pas les réseaux pour leur apporter des téléphones portables par-dessus les murs. Et c'est souvent d'ailleurs ceux qui ont le téléphone, c'est souvent des gens qui ont des réseaux criminels ou délinquants, comme notamment des petits. Faux, mais monsieur, je vous le dis, vous le dites vous-même, il y a un détenu sur deux qui a un téléphone. Non, mais oui, mais c'est pas. Donc pas tous les détenus alors. Madame, ceux qui font le trafic en prison, c'est 1 ou 2% des détenus. Monsieur, je vais pouvoir terminer ou pas? Vous prenez le retrait des téléphones, la mise en œuvre généralisée et sans contrôle surtout, des téléphones portables en 2025. En fait, je vais y arriver, mais monsieur, vous me coupez la parole. Mais ouais, mais je reprends vos propos. Vous dites-moi que je mens. C'est pas que des propos, c'est pas que ça. Quand vous dites monsieur, sans contrôle, mais ça dépend pour qui. Ça peut même aider. Regardez quelqu'un qui prend son téléphone et qui décide de trafiquer. Il va se mettre dans un réseau de trafiquants. Eh bien, inévitablement, il risque d'être sur écoute et de se retrouver en. En fait, le truc va terminer. J'aurais jamais répondu à la question, moi, pour ma part. Bah, allez-y. Mais en fait, Linda a terminé et on terminera par David. Donc vous prenez qu'en 2025, il faut généraliser le téléphone et qu'il n'y ait pas d'écoute. Factuellement, c'est ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit oui, sans écoute. J'ai pas que dit ça. Ça va trop vite quand vous le dites. Bien sûr que des écoutes, ça se fait inévitablement. Ça se fait inévitablement. Sans écoute. Donc sans contrôle. En gros, on généralise les téléphones portables, quand bien même ils existent déjà pour une partie des détenus dans les prisons. Tous ne font pas du trafic de stupes. Certains gardent aussi un lien avec leur famille, leurs proches, leurs amis, tout ce que vous voulez. Mais en fait, on va prendre des risques. C'est-à-dire qu'en gros, on va généraliser le téléphone portable. Je vais vous expliquer une chose que vous ne savez pas, monsieur, ou peut-être que vous le savez justement, puisque vous êtes en contact avec des détenus, mais que ceux qui nous écoutent ne savent pas. C'est qu'il y a eu une tentative de mise en place des brouilleurs dans les établissements pénitentiaires. Et ce qui s'est passé, c'est que, déjà, les brouilleurs étaient pas de super bonne qualité. Donc, en fonction de l'étage où vous vous trouviez, vous avez plus ou moins d'efficacité sur les téléphones portables. Autant vous dire que ça n'a pas plu au sein des établissements pénitentiaires. Et en plus, ça a créé des mutineries. Parce que les détenus qui tenaient à avoir leur téléphone portable, il y a eu vraiment des mutineries, il y a eu des violences exercées contre les agents pénitentiaires. Et je vous le dis, je vous le révèle, l'État a dû mettre fin aux brouilleurs dans les établissements pénitentiaires parce que les agents pénitentiaires étaient débordés. Donc déjà, pour vraiment mettre fin au téléphone portable dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, il faudrait... il y a la question de la surpopulation carcérale. Forcément, plus vous avez de détenus par rapport au nombre d'agents pénitentiaires et par rapport à l'espace que vous avez, forcément, vous avez un rapport de force qui est différent. Donc déjà, il y a la question de la surpopulation carcérale. C'est-à-dire, en gros, la question des cellules individuelles. C'est plus facile d'être mutin quand vous êtes 3 dans une cellule que quand vous êtes seul dans la cellule. La question du nombre d'agents pénitentiaires, la question des moyens, etc. Inévitablement, elle se pose. Là où on a fait l'erreur de mettre des brouilleurs comme ça, brutalement, sans anticiper les réactions des détenus. La deuxième chose, c'est, oui, il y a des détenus qui tentent de garder juste contact avec leurs amis. Sauf qu'encore une fois, la plupart, si vous voulez. Sauf qu'encore une fois, c'est un pari qu'en 2025, on ne peut pas se permettre de faire. Pourquoi? Et je vais pouvoir peut-être le dire. C'est que vous avez ceux qui trafiquent, mais vous avez aussi, au-delà de ceux qui trafiquent, qui représentent certainement une minorité, il y a aussi tous ceux qui viennent d'un environnement toxique, qui n'ont pas eu l'éducation, la prévention, qui ne l'ont pas non plus au sein de l'établissement pénitentiaire, mais c'est comme ça, c'est humain. C'est-à-dire que quand vos seuls amis ont été ceux avec qui vous avez fait les 400 coups, quand votre seule famille, c'est celle qui vous s'est pas occupée de vous ou qui vous a pas appris à pas commettre d'actes de délinquance et que vous continuez à rester en contact avec elle dans la prison et qu'en plus de ça, le système pénitentiaire vous offre pas les moyens d'avoir un déclic, je suis désolée, en fait, finalement, on vous sort pas de l'environnement toxique. Donc, au final, vous prenez l'idée que selon laquelle les téléphones portables permettent de garder un contact avec les siens, sauf que parfois, les siens, c'est justement ça le problème.
C'est justement l'environnement toxique qui va conduire les détenus à continuer à être C'est en dommage évolution. que- On va terminer. Mais c'est un environnement. Alors, regardez, rien que ce que Et- vous venez de dire là, mais- comment mais- c'est tout de suite Mais cassable monsieur- en 2 secondes. Tout ce que vous dites là, vous savez que le téléphone existe légalement en prison. qu'il y a Oui, une je cabine sais, téléphonique dans la cellule, et c'est et que mais le j'en ai gars, parlé il a tout à juste à l'heure. remplir. J'en Alors, ai parlé tout à s'il vient l'heure. d'un environnement toxique, Mais comme vous savez dites, que- vous savez et que c'est sa famille écouté est toxique. Bah, Mais- parce que c'est écouté, mais c'est monsieur. écouté, Monsieur, mais- parce que Linda, on vous va savez, laisser, on va David, dire les choses. Les téléphones qui sont mis en place dans les prisons, on va dire les choses. À part une marginalité, la plupart des gens au téléphone, ils vont bien, même s'il n'y a pas d'écoute. En réalité, on le sait très bien, ils n'ont pas les moyens de tout écouter. On sait très bien que les familles, les amis, les machins, ils vont pas tenir des propos qui soient craignos. On est d'accord. Mais bien sûr. Mais Très bien. Alors qu'avec le téléphone portable, s'il n'y a pas d'écoute, bah vous ouvrez. Alors, t'inquiète, il n'y a pas d'écoute. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. mais- on peut mais, continuer à avoir il y a un des discours codes. toxique. En fait. Ils prennent. Oui, mais, ils mais codent, on louvoiera ils- toujours. mais- Monsieur. L'humain, il louvoiera Voilà. toujours. Voilà, Il louvoiera. voilà. Mais Et c'est pas donc- une raison pour en Et plus donc, lui quand ouvrir vous les parlez vannes. de cet environnement toxique, il a juste à mettre sur sa liste d'appels tout l'environnement toxique Ouais, et il bien appelle sûr. et il appelle comme il veut. Il Bien reste, sûr, il reste mais- en lien avec cet environnement. Mais d'ailleurs, Donc, en c'est fait, d'ailleurs, on c'est va pour laisser ça que David beaucoup terminer. se le sont gros opposés à ça. On va problème laisser que David moi je terminer. pense, et vous verrez qu'on y viendra, comme exactement comme les télés sont apparues dans les années 80, ça a offusqué l'opinion publique. Oh, les télés en prison, ils ont la télé en prison. Là. Maintenant, la télé, c'est devenu banal. Pareil, quand j'ai vu les jeux vidéo arriver en prison, je les ai vus arriver. Oh, ils ont les jeux vidéo, c'est devenu banal. Les téléphones, ils Ah, viennent. mais vous avez certainement raison. Le seul Et problème, à côté de ça, c'est on qu'en aura fait, toujours réfléchit pas mis les moyens pour le archaïquement. déclic. On est archaïque à chaque fois. On se penche tout le temps et on sort tout le temps l'argument de dire ça va, les trafics et tout ce que vous venez de dire là. Mais c'est c'est vraiment infime. La plupart des détenus ne sont pas dans cet état d'esprit. Je suis d'accord. 90-95% des détenus, je ne ils sais veulent pas. juste être en lien avec Non, leurs mais femmes, leurs enfants. ça, je ne sais pas. Je Et l'ai même- pas constaté. et Je ne ne sais pas pas. être désocialisés, ne pas devenir des loups, ne pas devenir des loups. Ils sont ils sont socialisés, ils vont sur les sociaux. À l'heure d'aujourd'hui, le téléphone portable, dans notre ère, en 2025, vaut aussi bien que à l'époque des livres. Ça a pris le dessus sur la littérature. Oui, enfin, non, attendez. Ouais, ça S'il a vous pris plaît, le ne dessus. comparez Mais pas c'est un autre les débat, livres c'est un aux autre réseaux débat. sociaux, s'il vous plaît. C'est Parce un que autre débat. je suis convaincue fondamentalement que plus On va on ouvrira terminer. de bibliothèques, plus on fermera de Ils prisons. iront pas. Non, mais Ils iront pas. non, mais monsieur, c'est une phrase marchez avec d'un votre écrivain. air, dans Non, mais l'air monsieur, de votre temps. Monsieur, C'est comme à l'époque, je veux dire. Monsieur, comparer les réseaux sociaux, on va aux livres, je terminer. pense que c'est pas sain. Juste une chose, et je vais conclure juste là-dessus. En fait, vous parlez des réseaux sociaux, de la possibilité des détenus d'avoir des comptes lien social. Tinder, Snapchat, tout ce que Mais vous voulez. non, bah, j'ai jamais Moi, dit ça. à la fin, moi, une chose que je retiens, au final, on a fini par parler tellement des détenus qu'une fois encore, on en a oublié les victimes. Moi, je vais vous dire une Ah non, chose. j'ai Il y a des essayé de le victimes dire, des aujourd'hui, victimes. il y a des victimes aujourd'hui qui sont J'en ai emmurées parlé. dans les traumatismes qu'elles ont subis du fait des détenus qui sont en prison. Et vous savez quoi? Juste de dire à des victimes, bah, tu sais quoi, il est en prison et parce que c'est archaïque, bah, il est sur Tinder. D'ailleurs, au parloir, il voit la petite amie qui Mais s'est ça se faite. fait déjà, Non, bah, madame. je le sais que ça se fait. D'ailleurs, on a un vous terroriste avez- aujourd'hui qui va devenir papa dans Voilà, pas longtemps. ils vont Et devenir on a un papa. pédocriminel. Tout Mais on est le fait. sait. Mais c'est Mais là, scandaleux. moi, ce que je parle, C'est Mais scandaleux. bien sûr, C'est il y a scandaleux. des choses qui On va- sont Et ben scandaleuses. vous savez quoi? On va Je- l'institutionnaliser, on va le mettre noir sur blanc. Mais- Désormais, ton détenu là, tu sais qui t'a violé, qui t'a agressé, qui t'a Mais volé, là, qui t'a vous harcelé. dites ça parce que Eh vous ben- savez que l'opinion publique ne monsieur, peut pas vous donner tort dans ce que mais vous dites. elle me donne Mais pas tort moi, parce le que j'ai premier- raison en fait. moi, Parce que mais c'est non, du vous bon n'avez sens. pas raison. Parce qu'en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre les choses. Alors dans ces cas-là, En disant comme vous le dites, moi le premier, je peux que vous dire. Ah bah ouais, vous avez complètement raison, madame. dans ces cas-là, je suis le plutôt petit, que je suis le petit monsieur dans sa d'autoriser- campagne, plutôt que- eh ben, et puisque- qui vous eh ben, écoute et qui trouvons un équilibre, monsieur Desclos, Mais trouvons à un l'heure équilibre. d'aujourd'hui, ça Je vous existe propose, déjà. non, je vous propose un on équilibre. termine, Je vous propose s'il vous plaît, un s'il vous plaît, équilibre. Et de la façon que vous le dites, Je vous on c'est les peut faits. pas vous. Mais non, c'est pas les Je vous faits. propose c'est un pas du équilibre, tout monsieur ça. Desclos. Je C'est vous pas du vous tout propose comme ça un que ça se équilibre, passe. monsieur Desclos. Je vous propose un équilibre et on met la balle au centre. Pour les détenus dont on estime que le lien et le contact avec l'environnement extérieur est une bonne chose, le lien avec la famille, avec le conjoint, avec les enfants, avec les amis, à partir du moment où c'est pas un environnement malsain, ok, on peut estimer que cela, on peut, de manière réfléchie, après une enquête sur les personnalités, etc., leur donner un téléphone, parce que ça permet aussi de garder un contact avec l'extérieur, malgré le fait qu'ils soient des détenus, ok. Mais généraliser le fait qu'il y ait des téléphones pour tout aveuglément, je suis désolée, c'est comme généraliser de donner des voitures à des gens qui sont des alcooliques chroniques. Je suis désolée, c'est une mauvaise idée et c'est pas archaïque. C'est ce que je disais Parce tout que à l'heure. Quand j'ai l'archaïsme, pris c'est de généraliser. là où on ne David peut que être d'accord à ce que vous venez de dire, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit
tous ceux qui sont dans des cas extrêmes comme meurtrier, violeur, mais même le dealer, même le gros dealer. Monsieur Darmanin est en ou le train de le faire. receleur, ou le receleur. Oui, mais Monsieur Darmanin est en train de le faire. Il est en train de mettre une prison. Il est en train. Et ça, c'est un autre travail qu'il faut faire avec eux. Et moi, j'arrête pas de dire que il faut dissocier tout ça. Donc vous êtes d'accord sur on est d'accord sur ce sujet-là. Okay, bah très bien. Et c'est une grande avancée. Avant cette rencontre, j'ai pensé qu'une policière allait être peut-être comme certains policiers, fermée sur tout. Finalement, non. On arrivait difficilement parce qu'en fait, je pense qu'on avait une crainte mutuelle de pas être d'accord. On est parti chacun bêtement par moment en se fermant, alors que finalement, on arrivait à trouver des terrains d'entente. Donc voilà. Des idées prises de part et d'autre, on peut trouver un terrain d'entente, même s'il y a évidemment des points qui sont, je pense, dogmatiques, qui font qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Mais malgré tout, il y a un terrain d'entente et de manière générale, ça laisse croire qu'on peut trouver des solutions ensemble. Super. Merci. Merci à vous. Je vous donne des noms de personnalités. Vous me donnez une question que vous aimeriez leur poser. Nicolas Sarkozy. J'aimerais faire un footing avec lui. Pour parler justement de ce qu'il pensait avant et ce qu'il pense maintenant, je pense que c'est un homme politique qui a évolué dans le bon sens maintenant avec ce qu'il a subi. C'était quelqu'un de très intelligent et je pense qu'il est encore plus intelligent maintenant et j'aimerais bien débattre avec lui aussi. Vraiment. Avant d'être président de la République, c'était mon ministre. Alors ça n'a pas duré longtemps parce que j'entrais tout juste dans la police et je pense, avec malgré tout sa condamnation, etc., que je me dis je rejoins un peu ce que dit M. Desclos, peut-être un regard intéressant sur les institutions et à commencer par d'abord mon ministère. Bien. Gérald Darmanin, qu'est-ce que vous lui demanderez ? S'il vous plaît, venez le 21 mai au Théâtre du Gymnase à Paris, voir le spectacle, et vous verrez qu'il n'y a pas de polémique, il faut rouvrir les spectacles en prison. Ce spectacle vous fera comprendre que ce qu'on fait dans les prisons, c'est d'utilité sociale et publique. Faites une PJL, un projet de loi sur les très courtes peines avec des sas. À Marine Le Pen, qu'est-ce que vous lui direz ? Arrêtez de vous plaindre, Madame Le Pen. Si vous êtes coupable, ne rentrez pas dans le déni. Si vous êtes innocente, je vous souhaite d'être relaxée. Mais reconnaître ses torts, c'est avancer. Et surtout, penser à ceux qui sont même en appel en prison. À elle directement rien, mais en tout cas, ça a l'intérêt sur l'exécution provisoire de lancer le débat en France. À Marco Mouli, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Je le connais un petit peu, on s'est déjà croisés, donc je lui dirais, ça va Marco, j'espère que tu vas t'en sortir. Tu me fais penser à mes anciens, voilà, et t'as beaucoup à apporter à la jeunesse de ton expérience, dans le positif. Après avoir bien profité de sa cavale, j'espère qu'il va enfin rendre des comptes à la justice et faire la peine pour laquelle il a été condamné. Il est temps. Luigi Mangione, c'est celui qui a tiré une balle dans... Ah oui, à New York. Aucune cause ne justifie aucun mort, quoi. Voilà, on ne tue pas pour justifier les causes. Si le système des assurances médicales aux États-Unis mérite un vrai débat et est assez discutable, et que d'ailleurs on doit se satisfaire de notre système en France, malgré tout, je ne pense pas que tuer et attenter à la vie d'une personne qui n'a fait que jouer du système, est une solution. Ça reste un crime malgré tout. Alors, je crois qu'il est condamné à mort et ça, c'est encore un autre débat. Voilà, en tant que les réquisitions demandent la peine de mort le concernant. Mais malgré tout, tuer alors qu'en fait, il suffit de s'engager dans la vie politique et publique aux États-Unis pour faire en sorte qu'ils aient un régime de sécurité sociale, en tout cas d'assurance médicale, qui soit plus juste, aurait été, je pense, plus honorable. Parce que finalement, ce qu'il a fait, c'est tuer et il n'a pas arrangé sa cause. Mohamed Amra. J'espère que tu vas te rendre compte un jour du mal que tu as fait aux victimes, aux familles des victimes, et que tu te repentiras un jour et que tu reviendras vers le droit chemin et que un jour tu feras quelque chose de mieux de ta vie. Pense à tes victimes, pense à vraiment, fais profil bas, sois moins souriant. Ce que tu as sur la conscience, c'est trop grave, et ces pauvres survivants qui sont morts et les familles qui sont endeuillées, c'est surtout ça, quoi. Pense-y, et pensez un message justement à tous les autres jeunes qui sont derrière. Ne franchissez pas ce pas, c'est vraiment un gâchis de tous ces survivants qui sont morts, quoi. L'image que j'ai de cet individu, c'est lui tout sourire et fier de lui en Roumanie lors de son interpellation. Et en fait, c'est figé comme ça dans ma tête. Et je pense qu'aucune peine de prison ne sera assez forte, assez longue, assez puissante pour réparer le mal qu'il a fait. Et je le pense encore plus fort quand on l'entend ces derniers temps chouiner et déposer plainte contre les agents pénitentiaires pour le traitement qui lui est réservé, qui s'estime heureux d'être en France. La mère de Naël. Que je respecte votre deuil, madame, et que, encore une fois, ce que vous pensez sur le policier qui a fait ça, j'en profite pour dire que ce n'est pas l'ensemble du corps de police. Le policier, qui soit coupable ou pas coupable,
Il lui aussi doit l'avoir sur la conscience. Il a enlevé une vie et donc ça doit pas être facile de vivre avec ça dans sa tête. Mais vous, madame, vous pouvez être, et c'est quelque chose c'est vous qui en déciderez, mais être la représentante d'une personne qui milite pour dire que tous les policiers ne sont pas comme ça. Et voilà, la mort de votre fils, je sais que jamais vous ne revivrez normalement parce que voilà, la mort d'un enfant, c'est atroce. Voilà, je vous souhaite d'être représentatif, de montrer et de lancer un message à toute cette jeunesse comme quoi tous les policiers ne sont pas comme ça. C'est pas l'image de la police. Je pense qu'on peut rien dire à une mère qui a perdu son enfant, quel que soit le contexte, de toute manière. Ça reste une maman et d'ailleurs, je me garde toujours quand on m'interroge d'aller sur le terrain du débat avec les membres de famille, les membres d'une famille dont le membre a été tué, d'ailleurs, quel que soit le contexte dans lequel ça s'est fait. Donc moi, j'aurais rien à lui dire, c'est une mère. Et en fait, il y a plus de raison à ce moment-là, il y a que de l'émotion. Moi, je laisse faire la justice. Parce qu'il y a une véritable enquête qui est faite avec des réquisitions qui ont été très lourdes récemment et qui demandaient à ce que le policier soit renvoyé devant une cour d'assises pour homicide volontaire, pour meurtre. Elle est dans un cheminement qui lui est personnel. La seule chose que je peux lui souhaiter, en tout cas, parce que malheureusement, les hyènes sont nombreuses, c'est qu'elle ne soit pas cooptée et que ne profitent pas d'elle des gens dans les milieux associatifs plutôt lucratifs qui vont se servir de sa peine pour aller faire du militantisme qui soit absolument destructeur pour notre société. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Ça nous fait vraiment plaisir. On passe énormément de temps, que ce soit sur le tournage, sur le montage. Donc notre meilleure récompense, c'est que vous aimiez ces vidéos. Pensez donc bien à vous abonner et activer la petite cloche. C'est super important pour que vous soyez notifiés lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Et pour nous, parce que ça nous permet de grandir et de vous proposer toujours des vidéos plus qualitatives. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.